Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette sixième session du live hacking. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pondo Alexis. Je suis pentester dans une entreprise ivoirienne. Et donc, pour cette sixième session de live hacking, nous nous attaquerons à un lab de test d'intrusion qui a été fait pour le CTF de la SDI le samedi dernier. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp et autres, vous savez que le samedi dernier, il y a eu un CTF au cours du Technova Hackathon organisé par le C2E au cours de la SDI, la semaine de l'innovation à l'USATI. Donc, au cours de ce CTF, il y a eu un. Bon, au cours de ce CTF, au cours de ce hackathon, il y a eu un CTF pour les étudiants en cybersécurité. Et parmi les challenges de CTF, il y a eu un challenge qui portait sur les tests d'intrusion, donc hacker une machine de A à Z à partir de l'exploitation jusqu'à l'escalade des privilèges pour devenir utilisateur route. Donc, c'est cette machine-là que nous allons essayer d'attaquer pour cette session de live hacking. Donc, j'espère que vous allez bien. Je précise que c'est notre première séance de live hacking de l'année 2023. Donc, déjà, bonne année à tous. Et nous allons nous lancer directement sur le challenge en question. Ok. J'arrive, j'accepte des personnes qui viennent d'arriver. Ok. Ok. Donc, bien. Donc, voici en fait la plateforme du CTF. Donc, c'est principalement les challenges de la catégorie pen testing que nous allons traiter en fait. Il y a eu plusieurs challenges, c'est plus les challenges de la catégorie pen testing que nous allons traiter aujourd'hui, vu que c'est un live hacking. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Parce que je parle, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on l'entend. On t'entend parfaitement. Super. Bien. Super. Ok, donc on m'entend, on peut commencer. Donc, durant ce CTF, il y a eu plusieurs catégories, essentiellement le reverse engineering, les tests d'intrusion, cryptographie, stéganographie, forensique. Bon, un challenge de bienvenue, c'est pas très important. Mais ici, aujourd'hui, nous allons nous attaquer principalement aux tests d'intrusion, donc pen testing. Il y a eu 5 challenges dans cette catégorie. Nous allons débuter dès à présent sur le premier challenge qui était Accept Machine Intro. Donc, lorsqu'on clique, on nous donne un message et le like que l'objectif principal de cette mission Accept Machine est de réussir à devenir utilisateur root sur la machine cible. Cela passera par plusieurs étapes d'exploitation et d'escalade de privilèges. Donc, la première mission est d'essayer de déterminer, d'essayer dans un premier temps de comprendre ce qui s'est passé en examinant un fichier de capture réseau mis à notre disposition et de soumettre bien entendu le flag. Donc, c'est ce que nous allons tenter de faire. Bon, déjà, attendez, je crois que je n'ai pas encore fait de partage. Vous ne voyez pas l'écran ici. Ouais, vous ne voyez pas mon écran actuellement. Donc, je fais partage d'écran. OK. Pondo, à quoi lever sa main? Peut-être qu'il a une question. OK, normalement, vous devez voir mon écran. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. OK, c'est super. Donc, on peut commencer. Donc, comme je le disais, voici là, le premier challenge qui est Accept Machine. On va essayer de comprendre. La vidéo, est-ce que la vidéo est enregistrée? Oui, ça s'enregistre actuellement. Merci pour le rappel, quand. OK, allez. Ça, j'ai fait entrer des personnes. Donc, la première tâche est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour cela, ils nous ont donné un fichier PCAP, donc un fichier de capture réseau que nous devons analyser et comprendre ce qui s'est passé. Apparemment, il y a un flag qui devrait être dedans. Donc, on va rapidement télécharger le fichier en question. C'est ça qui est là, fdictf.pkpng. Donc, une fois qu'on télécharge, on ouvre avec Wireshark. Bon, de base, il va s'ouvrir avec Wireshark sur clic dessus. Voilà, et nous avons plusieurs trafics réseaux qui ont été enregistrés. Donc, nous devons les analyser et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ce qui nous va nous intéresser ici, ce sont les trafics TCP et FTP principalement. Là, vous pouvez le voir, il y a FTP qu'il fallait trouver. Donc, le trafic FTP, c'est lui qui va le plus nous intéresser. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur FTP. Ensuite, nous allons sur Follow TCP Stream. Donc, on va essayer de suivre le trafic TCP. Donc, lorsqu'on clique sur suivre le trafic TP, j'explique, c'est ce qu'il fallait faire en fait lors de l'hackathon.
Lorsqu'on suit le trafic, il y a plusieurs façons de récupérer ces informations, hein. Après, je vais vous montrer peut-être plusieurs d'autres méthodes pour pouvoir récupérer. Il y a des analyseurs de paquets TCP qui sont disponibles en ligne. Et si vous voulez, après, je peux vous montrer des sites sur lesquels vous pouvez trouver ça pour aller plus rapidement, quoi. Donc là, on a un nom d'utilisateur. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi il s'agit. On sait qu'il y a un nom d'utilisateur. Il y a une connexion avec ce nom d'utilisateur et le mot de passe que voici qui est myftp password avec le arrobase et autres. Donc, il y a eu plusieurs commandes qui ont été lancées sur la machine. Donc, on va changer de stream du moins. Donc l'outil, c'était juste de cliquer sur suivant, de changer de stream, en fait, le numéro de suivi jusqu'au dernier stream où se trouve, en fait, un code en base 64 qu'il va falloir normalement décoder, en fait. Moi, je pense que là, la majorité des équipes, sinon la totalité, oui, j'ai eu 6 équipes, la totalité des équipes a pu résoudre ce challenge, en fait. Donc là, sur mon terminal Kali, je fais juste un écho du code et je décode avec le bas 64. Le bas, c'est du bas 64, hein, donc je décode. Et lorsque je décode, je tombe directement sur le flag. Donc ça, c'est vraiment le challenge le plus basique de cette catégorie, en fait. Il fallait juste analyser le trafic, le trafic TCP qui a été capturé à partir du Wireshark, en fait. Donc là, je peux venir rapidement soumettre mon flag. Une fois que je fais coller, valide. Et voilà, nous sommes bons. Donc, nous avons résolu le premier challenge. On passe au deuxième, qui est le Accept Machine 1 sur 4. Donc, voici les indications. En vous servant de ce qui s'est passé, c'est-à-dire du premier challenge, connectez-vous à la machine pour obtenir le flag user. Donc, on nous donne une indication ici. On nous dit, vous devez d'abord vous connecter au service que vous avez identifié. Donc, ici, en l'occurrence, le service FTP. Donc, nous devons trouver le moyen de nous connecter au service FTP. Je précise que j'ai mis un lien ici qui nous redirige vers une plateforme, désolé, vers une room de 3 minutes que j'ai mis en place exactement pour cette mission, en fait, pour le CTF en question. Donc là, je copie le lien, je viens dans mon URL. Bon, j'ai déjà collé le lien, donc ça m'a redirigé vers cette room-là, qui est la room du Technovo Hackathon 2023 CTF. Donc, on peut rapidement lancer la machine. Donc, il y a les mêmes questions qui sont... Bon, j'ai retouché un peu la room, mais pour ceux qui ont participé au CTF, j'ai eu à retravailler un peu la room. Donc, les mêmes questions ont été reportées sur la room en question. Après, je vais partager le lien. Pour l'instant, la room est en privé. Donc, si vous partez sur 3 et que vous essayez de faire une recherche sur la room, vous n'allez rien trouver. Il vous faut obligatoirement le lien, en fait. Donc, après, je vais partager le lien sur LinkedIn, je pense, et sur mon groupe Telegram. Donc, ceux qui sont intéressés pourront aller retester encore la room. Pour l'instant, c'est en privé. Bon, en attendant que j'envoie la requête à 3,5 pour la mettre en public. Déjà, je vais mettre le lien de la room dans le chat. Ok, c'est bon. Donc, voici la room en question. Bon, je vais lancer directement la machine pour ne pas perdre de temps. Bon, je ne sais pas si tu as lu le message que j'ai envoyé dans le chat. J'ai demandé le lien du challenge, en fait. Ah oui, tu parles du lien du challenge. Non, en fait, ça, c'est en local. Si tu remarques bien mon adresse, c'est en local, en fait. Ok. Non, il n'y avait pas vu. Ok, il n'y a pas de... D'accord. Ok. Sinon, ceux qui étaient là le jour où ils ont travaillé en local, on n'a pas pu mettre le site en ligne. Actuellement, il est en ligne, mais bon, vu que ça ne sert plus trop à grand-chose, je préfère rester en local en même temps. D'accord. Donc, je pensais que c'est tout bien. Attends que je recharge ma page. Ok, donc la room est lancée, il me reste 51 secondes. Donc déjà, il faut télécharger votre client VPN. Vous pouvez utiliser l'attaque boss, mais moi, je préfère travailler avec le client VPN. Donc, j'ai déjà téléchargé le client VPN. Je vais rapidement me connecter pour ne pas que ça me crée d'autres problèmes. Je me rappelle, la dernière fois, on a eu un problème. On avait oublié de se connecter. Bon, on a duré pour rien. Donc, je vais dans CD Download, sudo OpenVPN et le nom de mon client. Voilà, je suis connecté au VPN. Je suis connecté au réseau du
de 3 à 5 minutes. Donc, je pourrais pinguer l'adresse IP de la machine. Donc, il faut prendre un peu de temps, 1 à 3 minutes avant que la machine démarre complètement. Parce qu'il y a certaines équipes lors du hackathon qui ont eu ce problème-là. Dès que la machine a démarré, ils ont lancé le scan et ils n'ont pas trouvé tout ce qu'il fallait trouver en fait. Et donc, c'est ça. Il faut prendre un peu plus de temps avant de lancer, avant d'interagir avec la machine en fait. Parce que des fois, il y a des services qui prennent plus de temps avant de démarrer. Donc, quand vous lancez directement les attaques, vous pouvez louper certaines informations, certaines choses. Donc là, de base, lorsqu'on a ces informations, des informations que nous avons eues, la première des choses, le premier réflexe qui nous vient à l'esprit, c'est de nous connecter par FTP avec les informations d'identification que nous avons détectées ici. Donc, je reviens sur les streams. Le premier, voilà, on a un utilisateur du nom de FTP User et... Désolé. OK. Donc, on a un utilisateur du nom de FTP User et un mot de passe qui est là. Donc, la première des choses à faire, c'est d'essayer de se connecter par FTP, en fait. Ça, c'est le réflexe que beaucoup de personnes ont généralement. Donc, là, on va mettre FTP. Ensuite, je mets l'adresse, mon nom d'utilisateur, arrobase. Je mets l'adresse IP. La voici ici. Je copie. Et je colle l'adresse IP là. Une fois que je colle, je lance. Et on me dit qu'il y a un problème, je ne peux pas me connecter sur le port 21. Bon, c'est fait, ça a été fait exprès en fait. J'ai fait pour que les personnes puissent savoir que, en fait, lorsque tu es face à une machine, la première des choses à faire, le premier des réflexes que vous devez avoir, c'est de scanner la machine pour voir quels sont les services. De base, là, on se dit non, voilà, on est face à un serveur FTP. Donc, de base, par défaut, le port c'est 21, donc on peut lancer directement. La première des choses à faire, le premier réflexe, c'est de faire le scan de la machine pour voir si le port, ou du moins le service FTP, tourne véritablement sur le port 21, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement de port et tout. Donc là, c'était le piège en fait. Et il y a certaines équipes qui sont restées dans ce piège-là. Bon, après, elles ont su ce qu'il fallait faire, mais bon, ça leur a fait perdre du temps en fait. Donc, pour lancer les scans, vous savez déjà, pour ceux qui suivent les live hacking d'habituel, moi, j'utilise ResScan, il est plus rapide, voilà, c'est tout. Donc, je vais lancer ResScan rapidement sur l'adresse IP que j'ai. Voilà. Donc, il va me lancer le scan sur cette adresse IP et me détecter les différents ports qui sont ouverts. Donc, vous voyez, depuis, il n'a pas encore trouvé de port. C'est-à-dire, ce n'est pas le port 21 ni le port 22, quoi que ce soit. Voilà. Donc, voici les deux ports de base qui ont été découverts sur la machine. Donc, on a le port 65 000 et le port 62 699. Donc, maintenant, on va chercher à détecter on va vérifier quels sont les services qui tournent sur ce port-là. Voilà. Donc, sur le port 62 699, on avait le service VS FTPD qui est le service pour FTP et SSH pour le SSH. Donc, ce sont les deux services uniquement qui étaient disponibles sur cette machine. Donc, nous allons essayer de nous connecter au service FTP. Donc, on relance la première commande, mais cette fois-ci avec le flag-P. Le flag-P et on précise le port en question. Donc là, le port que nous avons découvert, c'est le 62 699. Et là, dès qu'on entre, on nous demande bien entendu un mot de passe. Mais n'oublions pas que nous avons analysé le trafic TCP au préalable et nous avons découvert un certain mot de passe que nous allons entrer. Donc là, si je fais un CTRL V, voilà, je suis sur le serveur FTP. Si je fais un LS tout simple, j'ai le flag en question. Ça, c'est le flag que nous avons détecté au préalable lors de notre analyse sur le Wireshark en fait. Si je fais un mort de, comment on appelle ça, de flag. Pando, s'il te plaît, tu peux augmenter un peu, je ne vois pas bien. Ok, je vais. Ok, je viens ici. Donc là, je réponds. Tac, 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 tac. Désolé. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ouvert le fichier en fait. J'ai fait un mode de flag.txt pour pouvoir lire ce qui s'y trouve. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous avons le même code base 64 que nous avions lorsque nous analysions le fichier PCAP en question. Donc ça ne nous servira à rien de continuer dans cette lancée. Le piège ici, c'était de lister tous les répertoires, même ceux qui étaient cachés. Donc ça, il y a, je crois, une équipe qui a vraiment tardé à comprendre cela en fait, qui a duré avant de trouver... avant de savoir ce qu'il fallait faire en fait.
Donc, j'accepte une personne. OK. Donc là, le truc, c'était de faire ls, désolé, ls-la. Voilà, donc on liste à partir de là le repertoire en question. Et là, nous constatons qu'il y avait un dossier caché du nom de .ssh. Donc, on se déplace dans le dossier là. CD de .ssh. On attend que ça prenne. OK. ls-la. Donc là, nous avons deux fichiers. Un fichier sshk et un fichier sshk.pub. Donc, nous allons directement télécharger les deux fichiers. Pour télécharger les fichiers depuis un serveur FTP vers notre machine, c'est get, la commande get. Ensuite, suivi du nom du fichier, donc FTP. Donc, c'est plutôt sshk et sshk.pub. Donc, maintenant que nous avons téléchargé nos fichiers, nous pouvons rapidement sortir un ls. Voici nos deux fichiers qui sont là. Donc, là, nous pouvons les ouvrir pour voir ce qu'ils contiennent. sshk, OK. Et si je fais un cap de sshk.pub, OK. Donc là, on constate que c'est une clé privée une clé privée SSH en fait, pour se connecter à distance. Donc c'est déjà bon. Mais là, le truc, c'est qu'on n'a pas d'abord le nom d'utilisateur. Mais l'indice ici, c'était de regarder la clé publique. La clé publique, lorsque vous générez une paire de clés avec SSH, l'utilisateur qui est à la base de cette génération-là est toujours associé, est généralement associé à la clé publique en fait. Donc, il y a le nom de cet utilisateur, arrobase, le nom de la machine en question. Oui, Fabrice, tu veux poser une question? Non, ça va, ça va. Ah, quand ton micro était ouvert, c'est pourquoi. Ok, super. Donc, il y a le nom de l'utilisateur qui a généré la clé publique associée au nom de la machine. Donc, c'était ça qu'il fallait pour pouvoir savoir qu'en fait, la clé privée qui était là appartient à l'utilisateur user 1. Donc, maintenant qu'on a ces informations, on va essayer de se connecter. Donc, la première des choses à faire, c'est de... Bon, déjà, on sait que le port, il a changé. Hein, le port de connexion SSH, c'est pas le port 22 par défaut. Si on remonte, lors de notre scan, on a vu que le port de connexion SSH, c'est le port 67000. Donc, voilà, lors de notre connexion, il va falloir en tenir compte. Donc, la commande, c'est SSH, ensuite user1, arrobase. Je mets l'adresse IP, je reviens prendre l'adresse IP. Ici, je viens, je colle. Pour se connecter avec une clé, c'est -i en SSH. Donc, -i, ensuite SSH key. Ensuite, pour préciser le port qui a changé, c'est -p. Donc, -p, je mets 65000. Voilà. Et lorsque je me connecte, j'ai ce message. Bon, déjà, je mets yes. Et on a cette erreur là. Bon, ce warning. En fait, il nous dit que la clé privée SSH a des permissions en plus. En fait, lorsque vous essayez de vous connecter avec par SSH, il y a certaines permissions que vous devez donner obligatoirement à la clé privée pour que la connexion puisse se faire. Et si la clé privée de base, bon, je sors rapidement et je vous montre. Si je fais un ls-la, on constate que la clé privée, les utilisateurs, le groupe Kali en l'occurrence ici, et les autres ont la permission en lecture. Et donc, normalement, il faut supprimer ces permissions-là sur la clé privée SSH. Donc, pour ce faire, pour faire juste un CH mode, on lui donnait les bonnes permissions. Les bonnes permissions pour les clés privées SSH sont, du moins, la permission 600. Donc, CH mode 600 de SSH key. Donc là, quand je lance, voilà, si je reviens, je fais un ls-la. Donc voilà, c'est juste l'utilisateur propriétaire du fichier qui a les permissions de lecture et d'écriture. Donc ça, c'est fait principalement pour ne pas que d'autres utilisateurs, à part le propriétaire, aient accès à ce fichier-là et qui puissent l'avoir en lecture. Bien. Donc, maintenant que nous avons donné les bonnes permissions, nous allons retenter la connexion en fait. Donc là, si je relance la connexion, on me demande cette fois-ci une passe-phrase. Si vous regardez bien, le message ici est différent du premier message. Ici, c'est une passe-phrase qu'on nous demande. Alors qu'ici, c'était un mot de passe. C'est différent. La passe-phrase est utilisée pour protéger en fait les clés privées SSH. Et c'est, comment dirais-je, une bonne action. C'est ce qu'il faut faire en fait. Lorsque vous souhaitez faire des connexions par clé publique. Bon, ils appellent ça des connexions par clé publique. Donc, lorsque vous voulez utiliser la clé privée pour vous connecter à un serveur distant, il faut toujours protéger cette clé privée-là parce que si un utilisateur malveillant arrive à avoir accès à cette clé privée-là, ce sera facile pour lui de se connecter. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de protection, il suffisait juste d'entrer cette commande-là et voilà, nous sommes sur le serveur. Donc là, il y a une protection, mais il faut protéger vraiment bien cette clé-là avec un mot de passe
assez complexe, qui n'est pas facilement devinable et qui ne peut pas être facilement brute forcé. Donc là, la première des choses à faire, c'est de chercher à brute forcer cette clé-là, de vérifier si la clé qui a permis qui est utilisée pour protéger le mot de passe du monde qui est utilisé, ou bien la passe-phrase qui est utilisée pour protéger cette clé privée-là est un mot de passe puissant en fait. Donc là, je vais sortir rapidement et essayer de lancer une attaque brute force sur cette clé privée SSH. Donc la première des choses pour lancer une attaque brute force, moi ce que j'utilise c'est John the Ripper. Et pour utiliser, extraire en fait le hashage qui nous intéresse de la clé privée, la commande que j'utilise c'est SSH to John. Donc SSH, désolé, SSH to John. Et voilà, SSH to John suivi du nom de la clé. Et je redirige la sortie vers un fichier supposons John mon chien là .txt. Voilà. Et lorsque j'enregistre, si je fais un 4 de ce dernier, 4. Donc voilà, là, ça, c'est un hash que nous pouvons maintenant brute forcer en fait, qui est reconnu par John, qui a, disons, un format reconnu par John. Par John the Ripper, je précise. Donc là, l'attaque que nous allons lancer, nous allons juste entrer John. Ensuite, on précise le nom de ce fichier-là. Je précise la word list, word list égale. Bon, je vais utiliser la word list raw queue. Lorsque on a lancé le CTF, j'ai précisé dans les recommandations qu'il fallait utiliser obligatoirement pour toutes les attaques brute force la word list raw queue. C'est pour ne pas qu'on perde de temps en fait sur des attaques brute force en essayant des word lists qui ne vont pas marcher. Donc là, USR, désolé, USR, ça c'est le chemin de la word list raw queue. Si vous n'avez pas encore décompressé la word list, vous devez d'abord décompresser pour pouvoir l'utiliser. Moi, il est décompressé de base en fait. Donc là, USR, ça, word list, et je mets raw queue. Voilà, rockview.txt. Donc là, maintenant que j'ai ma word list du moment, moi j'utilise généralement POT. Donc POT, c'est juste pour ne pas avoir des problèmes. Si par exemple j'ai déjà lancé cette même attaque là et que le hash a été enregistré dans le POT par défaut de Kali Linus, qui est, je crois, de John the Ripper, qui est plutôt .john, voilà, et john.pot, je crois, un truc comme ça. Donc je vais appeler ça POT 1, par exemple. Donc là, maintenant, je peux préciser le format ou je peux laisser John tout seul pour retrouver le format. Et c'est l'une des puissances de cet outil, en fait, de John the Ripper par rapport à H4, qui n'est pas mal, mais que je préfère John, en fait, parce que lui, tu peux lancer direct et il trouve le format. H4, tu dois préciser, en fait, le format. Et le format, généralement, ce sont des numéros que tu ne peux pas retenir par cœur, que tu dois d'abord faire des recherches. Bon, voilà, il y a trop de choses, en fait. Moi, je préfère John. Maintenant, après, bon, chacun utilise ce qu'il veut. Hein. Vous pouvez utiliser H4 si vous êtes plus à l'aise avec. Donc là, je vais préciser le format. Bon, je vais laisser le format. Je le laisse déterminer lui-même le format. Je lance l'attaque et j'attends un moment que John me trouve le mot de passe associé à cette clé privée, au hash de cette clé privée SSH key, si bien entendu le mot de passe existe. Parce que par défaut, bon, personne ne sait si ça existe. C'est parce que, voilà, vous avez déjà résolu le challenge, que vous savez que ça existe. Donc, on passe par là. Mais c'est bien de passer toujours par ce type d'étape-là. Parce que par défaut, comme je dis, on ne sait pas. Donc ça, après, si ça ne marche pas, vous allez peut-être passer par d'autres méthodes ingénierie sociale et autres. Bon, là, nous sommes dans un CTF, donc normalement, ça doit passer. Donc, on lance, on attend. Le John, il n'a pas une version graphique. Comment? Il n'a pas une version graphique. Une version graphique. John the Ripper. Bon, je sais pas, j'ai pas fait de recherche. Je crois, je sais pas si Johnny. Bon, je sais pas, peut-être, je sais pas. Maintenant, s'il y a des personnes dans le live qui savent s'il y a John a une version graphique, vous pouvez signifier. Hein. D'accord. Par contre, là, je sais pas si John a une version graphique. Je connais juste la version en ligne de commande. Donc, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Okay. Donc, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions déjà en attendant que ça finisse? S'il y a des questions, veuillez les poser en même temps, vu que ça prend un peu de temps.
sur ce qui s'est déjà passé, les premières étapes. Donc, je précise juste que voici la question qui nous a été posée. Donc, il nous faut déterminer le flag en fait, de l'utilisateur user. Bon, le flag user du premier utilisateur. Donc là, lorsque nous avons vérifié la clé publique, nous avons déterminé qu'il s'agissait en fait de l'utilisateur user 1. Voilà, user 1. Donc, nous avons tenté de lancer une attaque SSH sur cette clé en question, mais voilà, rien ne s'est passé. Ok. Donc là, l'attaque est terminée. Nous avons le mot de passe du moins la passe-phrase associée à la clé privée SSH. Je précise que ce n'est pas le mot de passe. Je reprécise une deuxième fois encore, quoi. Ce n'est pas le mot de passe, c'est la passe-phrase associée à cette clé privée là. Voilà. Donc si normalement la clé était bien protégée avec un mot de passe vraiment de 8 caractères ou je sais pas quoi, avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux qui n'appartiennent bien entendu à aucune word list, voilà, ça allait être impossible pour nous de pouvoir casser cette clé-là, à part s'il y a des problèmes liés à l'algorithme d'encodage. Bien. Donc, maintenant que nous avons la passe-phrase, nous pouvons retenter de nous connecter à l'utilisateur user 1 avec la clé privée associée. Donc, lorsque nous lançons, on nous demande de mettre le mot de passe, Shift Ctrl de V, je colle la passe-phrase en question. Voilà, et je suis connecté à la machine sans aucun souci. Donc, comme vous pouvez constater, du moins, je suis connecté à la machine en question. Donc, si je fais un Whoami, je suis connecté en tant que l'utilisateur user 1. Bien, bien. Donc là, je peux faire un ls. Si je fais ls, j'ai le flag user en fait qu'il fallait détecter. Donc, on fait juste un cat de user.txt. Donc là, voici le flag en question qu'il fallait trouver. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu résoudre ce défi, c'était ce qu'il fallait faire en fait. Donc là, on a le flag de user 1. Donc là, il y a jusqu'à 4 équipes qui ont pu résoudre ce défi, ce qui n'est pas mal. Donc, on colle. Voilà. On passe à la question suivante, donc au challenge suivant. Donc, je précise que les challenges sont liés. Il faut d'abord résoudre le challenge intro avant d'aller sur le 1, le 2, le 3 jusqu'à arriver sur le 4. Donc là, nous sommes sur le challenge Accept Machine 2 sur 4 qui coûte 200 points, je précise, en passant. Donc là, la question, c'est de trouver le flag Naruto. Il fallait bien entendu résoudre le premier, le 1 sur 4 d'abord. Ce que nous venons de résoudre. Donc maintenant que nous sommes sur la machine en tant que l'utilisateur user 1, il va falloir trouver une méthode pour pouvoir escalader les privilèges pour devenir utilisateur Naruto. Donc si je fais ls voici la liste des utilisateurs qui sont présents sur la machine. Donc nous avons user 1, Tsunade, et nous avons également Naruto qui est présent sur la machine. Donc les utilisateurs qui ont un répertoire homme. Bien. Donc, il y a plusieurs méthodes d'escalade des privilèges. Moi, généralement, lorsque je suis face à ce type de défis-là, qui sont des challenges, des challenges pour pirater une machine, les premières recommandations que moi je vous donnerai, c'est de vérifier d'abord 3 choses en fait. Vous vérifiez premièrement quelles sont les autorisations sudo de l'utilisateur en question, si c'est possible. Ensuite, vous vérifiez les bits SUID, donc les fichiers avec le bit SUID que l'utilisateur peut exécuter. Ensuite, vous terminez par vérifier quelles sont les tâches qui sont exécutées de façon automatique avec le fichier etc/crontab. Donc voilà, ce sont les premières choses que je recommande. Maintenant, si après avoir vérifié ces 3 éléments-là, rien ne fonctionne, vous pouvez directement passer à d'autres types de vérifications, comme aller vérifier aux côtés du serveur web, s'il y en a, voilà. Plusieurs autres types de points d'escalade des privilèges, d'escalation des privilèges en fait. Donc là, je vais directement vérifier le premier qui est de vérifier quelles sont les autorisations sudo que cet utilisateur-là a. S'il peut exécuter des fichiers en tant que root avec juste la commande sudo sans mettre de mot de passe par exemple. Donc je mets sudo, pour vérifier c'est sudo-l. Sudo-l, et lorsque je lance, voilà. Ici, comme vous pouvez le remarquer, il y a une commande qui peut exécuter avec sudo, mais en tant qu'un autre utilisateur. Donc là, si je vais interpréter ce que ça signifie,
Ça signifie juste que l'utilisateur user1 peut exécuter le fichier qui est là en tant que Naruto sans mettre de mot de passe. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait la lecture de, de cette ligne en fait. Donc l'utilisateur user1 peut exécuter le fichier qui est là en tant que Naruto sans mettre de mot de passe. Donc déjà, essayons de voir qu'est-ce que ce fichier contient. Si j'exécute directement le fichier, désolé, il y a un souci de connexion. J'attends que la connexion revienne. Donc, lorsque je tente d'abord d'exécuter le fichier sans... Voilà. Donc, lorsque j'essaie d'exécuter le fichier, elle me dit qu'il y a un souci de permission sur l'exécution de ce fichier. Il n'y a pas de souci. Essayons maintenant d'exécuter avec sudo, mais en tant que l'utilisateur Naruto. Donc, pour le faire, c'est très simple. Vous lancez d'abord sudo. Si c'est l'utilisateur root, c'est sudo, le nom du fichier en question. Mais là, nous sommes en tant qu'utilisateur Naruto. Nous ne sommes pas en tant qu'utilisateur root. Donc, nous devons préciser en tant que quel utilisateur nous souhaitons exécuter ce fichier-là. Donc, pour faire cette précision-là, il suffit juste de mettre le flag -u. Ensuite, le nom de cet utilisateur-là qui est ici Naruto. Et maintenant, nous pouvons mettre le fichier en question. Voilà. Et là, lorsque nous essayons d'exécuter, il nous dit que la commande n'a pas été trouvée. En fait, il faut entendre par là que nous n'avons pas les permissions pour pouvoir exécuter ce fichier en fait. Donc la chose qu'il faut faire, lorsque nous avons fait la première exécution, nous avons bien vu permission denied. Donc nous n'avons pas les permissions d'exécution de ce fichier. Donc vérifions quelles sont les permissions qui sont accordées à ce fichier là en fait. Donc pour le faire, un ls-la, ensuite on met le chemin pour pouvoir accéder au fichier. On entre. Et là, comme vous pouvez le remarquer, il y a juste la permission en lecture pour l'utilisateur propriétaire de ce fichier-là et aucune autre permission. Mais le truc ici, le truc qu'il fallait remarquer, en fait, c'est qui est le propriétaire de ce fichier, en fait. En fait, si nous faisons un whoami, nous constatons que nous sommes user1. Donc, on peut directement le voir à partir d'ici. Donc, user1 arrobas le nom de notre machine. Le propriétaire du fichier est ici et il est user1. On s'en fout après comment on appelle ça, des permissions. Puisque vu que nous sommes le propriétaire du fichier, nous pouvons donner les permissions que nous souhaitons à ce fichier-là. Donc, nous pouvons nous donner les permissions d'exécution par défaut. Et là, j'ai fait ça exprès, en fait, pour juste vous amener à comprendre comment fonctionnent les permissions. Donc là, vous avez la possibilité de vous-même vous donner les permissions d'exécution. Donc, on va être gentil, on va donner les permissions à tout le monde, que ce soit le propriétaire, le groupe ou les autres. Donc là, pour donner les permissions à tout le monde, c'est 777 les permissions. Donc chmod 777. Ensuite, je mets le nom du fichier. Je précise qu'un 700 juste suffirait. Hein. On pouvait juste mettre 700. Voilà, mais ça, c'est pas grand-chose. Tout que nous sommes les seuls sur la machine. Donc, le groupe, les autres, bon, il n'y a rien en fait. Mais dans un cadre normal, bon, je préfère que vous donniez peut-être 700. Là, le groupe, ou même 770. Là, les autres ne pourront pas exécuter également le fichier. Si c'est bien entendu, si c'est ce que vous voudriez faire. Qu'est-ce que je voulais faire? ls, voilà. Donc là, vous constatez que nous avons maintenant les permissions d'écriture et d'exécution. Donc là, je vais réexécuter le fichier en question. Comme c'est là. Avec les permissions de l'utilisateur Naruto. Donc lorsque je clique sur Entrée, j'attends que la connexion revienne. Désolé, hein, la connexion n'est pas très bonne. Ça va, ça vient. Donc là, j'exécute le fichier, il y a un message. Donc là, bon, c'est juste un message. Hein. Je suis Naruto, ninja de Konoha. Un jour, je deviendrai Hokage. As-tu une mission à me confier? Donc là, nous allons mettre normalement le nom de la mission. Si nous voulons entrer dans le jeu. Donc, je vais mettre par exemple Sasuke pour voir juste comment le truc se comporte en fait. Quand je mets, il me fait sortir une réponse comme quoi la mission Sasuke a été accomplie avec succès Mami Tsunade. Bon, voilà. Donc, c'est ce que fait le script en question. Donc, nous allons essayer d'analyser plus en profondeur le script. Donc, comme j'ai dit, nous sommes propriétaires du fichier, donc nous pouvons nous donner toutes les permissions. Là, nous avons en l'occurrence des permissions d'écriture et d'exécution. Dans ce type de cas, dans ce type de situation, ce sont ces deux permissions-là qui nous intéressent le plus. Les permissions d'écriture et d'exécution. Donc là, déjà, nous avons fait un 4 pour voir qu'est-ce que ce code-là contient. De quel type de quel type de fichier, à quel type de fichier nous avons affaire. Donc là, lorsque nous faisons un 4, nous constatons qu'il s'agit d'un fichier bash en fait. Donc voilà, c'est que ça qui est affiché. Donc voilà, voici en fait le input qui nous donne. Nous entrons une information, voilà. Mais là, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que nous sommes face à un fichier bash auquel nous avons les permissions d'écriture et que nous pouvons exécuter en tant qu'un autre utilisateur.
Donc là, si nous mettons par exemple une commande de reverse shell et que nous l'exécutons, c'est clair que le reverse shell sera exécuté, mais cette fois-ci en tant que l'utilisateur Naruto. Et vu que c'est vers lui que nous voulons aller, ça tombe bien. Mais il y a plus simple. Au lieu de mettre une commande de reverse shell, je vous ferai remarquer que nous sommes là, nous allons exécuter du moins ce fichier-là avec la session de Naruto, mais dans notre shell. Donc si nous mettons par exemple une commande bash quelque part dans le fichier qui sera exécutée, cette commande bash sera exécutée, mais avec la session de l'utilisateur Naruto. Et vu que c'est user 1 qui l'a exécuté, le shell user 1 se transformera automatiquement en shell Naruto. Je ne dis pas que le reverse shell ne fonctionnera pas, il fonctionnera, mais c'est juste que ça sera un peu plus long parce qu'il va falloir configurer le reverse shell, configurer un écouteur sur notre machine distante et tout, alors que nous pouvons juste mettre avec une commande bash, nous pouvons directement avoir le shell. Donc pour ce faire, nous allons bien entendu modifier le contenu de ce fichier-là. Donc juste un nano, bon déjà je fais un 4, là je vais modifier ça. Je remplace ça par nano et j'entre dans le fichier en question. Donc là, nous pouvons modifier les informations que nous voulons, mais là, ça ne nous intéresse pas. Tout ce que nous voulons, c'est juste mettre une commande bash quelque part. Donc, je vais mettre juste bash. Je pourrais mettre SH, mais là, après, il va falloir stabiliser le shell. Bash direct, ça marche. Donc, je mets bash et je sors du fichier. Donc, je fais CTRL-S, CTRL-X pour sortir du fichier. Donc là, vous voyez qu'il a bien écrit, en fait. C'est parce que nous avons les permissions d'écriture, c'est pourquoi il n'y a pas eu de problème. Si c'était le fichier de route et que nous n'avions pas les permissions d'écriture, ça n'allait pas fonctionner. Donc là, je relance la même commande. Donc, la connexion vraiment. Désolé, j'attends que la connexion revienne. Ok. Donc, je relance la même commande de sudo pour exécuter le fichier en tant que Naruto. Et là, quand je passe, quand j'exécute, d'abord, il me demande d'entrer des informations. Je précise que ça, j'ai le message parce que en fait, j'ai mis la commande bash à la fin de l'exécution du script. En fait, si j'avais mis au début, directement, j'allais devenir Naruto sans avoir à regarder tout ce qui s'exécute après. Donc là, je vais mettre n'importe quoi, je lance. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ici, nous étions user 1. Et là, maintenant, nous sommes Naruto. C'est parce que Naruto, nous avons fait exécuter ce fichier-là avec les autorisations sudo en tant que l'utilisateur Naruto. Mais vu qu'il y avait une commande bash dans le fichier en question, voilà, c'est comme si Naruto exécutait bash en fait. Et si Naruto exécute bash, bon, voilà, nous sortons avec le user Naruto. On peut bien entendu vérifier avec un Uami. Désolé. Ok, un Uami et nous sommes bien Naruto. Donc là, nous sommes avec le shell Naruto. Il nous suffit de faire un CD pour aller dans le home du Naruto. Regardez avec un ls, on voit bien entendu le flag user2.txt qui est en fait le flag de l'utilisateur Naruto. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour ceux qui n'ont pas pu résoudre ce défi là. C'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir récupérer le flag de l'utilisateur Naruto. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Ouais, s'il vous plaît, il y a une question. Oui. Allô? Allô, ouais, je voulais savoir le mis dans le fichier .bash là, quel est son rôle? Le bash que vous avez mis à la fin. Bash, B-A-C-H, que vous avez ajouté dans le script bash. Ouais. Qui a donné à la fin quel sur l'utilisateur Naruto. Quel est son rôle? Quelle est sa fonction? En fait, le fichier était là juste pour pouvoir exécuter bash. C'est comme si, par exemple, actuellement, si je fais bash, j'exécute bash. Bash, en fait, c'est une commande qui permet d'avoir accès à un shell. Si j'exécute la commande bash, je retombe encore sur mon shell. Je peux faire un exit sans avoir peur, en fait, de sortir complètement du shell Naruto. Je fais un exit, mais on constate que rien ne s'est passé. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais dans le shell de Naruto. J'ai exécuté la commande bash. Il m'a redonné le shell. Vu que c'est Naruto qui a exécuté la commande bash, il m'a redonné le shell de Naruto. Quand je sors une première fois de cette commande bash là, je reviens dans la première commande bash que j'ai exécutée avec ça en fait. Donc tout ce que tu dois savoir, c'est que bash, c'est une commande qui nous permet d'obtenir un shell. Du même que SH. Si je fais SH, j'obtiens le shell SH qui n'est pas, disons, on peut le voir, SH, c'est pas un shell vraiment joli. On peut pas faire il y a certaines commandes qu'on peut pas faire en fait avec SH. On peut pas monter
revenir dans les commandes, aux commandes précédentes, on ne peut pas partir à gauche, à droite, voilà, il y a beaucoup de... Nous sommes assez limités. Et en termes de couleur, c'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait. En termes de couleur, d'autres choses encore. Donc là, je ressors de mon shell, en fait. Donc, bash, sh et autres, ce sont des commandes qui nous permettent de pouvoir avoir accès à un shell. Donc, cette commande ici, en l'occurrence, nous a permis juste de pouvoir avoir accès au shell, mais cette fois-ci en tant qu'utilisateur Naruto. C'était juste ce qu'il fallait savoir. Mais bien entendu, un reverse shell aurait fonctionné. Hein. Je ne dis pas qu'un reverse shell n'aurait pas fonctionné. Un reverse shell aurait fonctionné parfaitement. C'est juste que si on utilisait un reverse shell, ça allait demander plus de choses en fait. On allait devoir avoir, comment on appelle ça, un deuxième terminal sur notre... On allait devoir créer un deuxième terminal et créer un écouteur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui allaient devoir être faites en fait. Alors que juste avec Bash, voilà, nous ouvrons directement un shell. Bien, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Mais si ce n'est pas clair, tu me dis, je vais essayer d'expliquer un peu encore plus. Oui, c'est clair maintenant, je comprends mieux. Mais ce qu'encore je n'ai pas compris, c'est que pourquoi, lorsqu'on exécute Bash, normalement le fichier s'est exécuté à partir de l'utilisateur précédent, c'était qui? Mais user 1. Je reviens. Oui, maintenant le Bash donne le shell à l'utilisateur Naruto. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qui fait ça en fait? Normalement, ça devait donner encore un shell de user 1. Ok, je comprends. En fait, c'est juste à cause du sudo. Quand tu utilises la commande sudo, la commande que tu vas exécuter, quand tu mets sudo précédé, suivi en fait d'une commande, ça signifie juste que tu exécutes cette commande-là en tant que. Sudo, c'est juste pour dire en tant que. Quand tu ne mets rien, c'est-à-dire tu exécutes cette commande en tant que root. Mais là, on nous a dit que nous avons la possibilité d'exécuter sudo en tant que Naruto. C'est pourquoi nous avons mis le -u Naruto. S'il n'y avait pas -u Naruto, par exemple, t'arrives. J'enlève rapidement le -u Naruto et je réexécute la commande. Bon, là, on me demande le mot de passe de user 1. J'ai pas le mot de passe de user 1. Et même si j'avais le mot de passe de user 1 que j'ai lancé la commande, ça n'allait pas fonctionner en fait. Parce que j'ai pas l'autorisation d'exécuter sudo en tant que root sur un script bien précis. Et ça, c'est parce qu'on a fait sudo-l. Je sais pas, peut-être tu es arrivé un peu en retard. Sinon, quand on a fait sudo-l, pour savoir quelles sont nos autorisations en tant que sudo, nous avons vu que l'utilisateur user 1 peut exécuter ce script qui est là, bien précis, en tant que Naruto, sans mettre de mot de passe. C'est pourquoi lorsque nous exécutons, nous n'avons pas besoin de mettre un mot de passe, en fait. Nous faisons juste sudo-u Naruto, le script en question. Et là, lorsque nous l'exécutons en tant que Naruto. C'est pourquoi que lorsque l'exécution se termine, on obtient un shell en tant que Naruto et non en tant que user 1. Là, je vais faire un test tout à l'heure pour te montrer. Tout de suite, tu verras. Si j'exécute le fichier qui est là, le script en question, et que je ne mets pas de sudo, je mets juste n'importe quoi, je reviens en tant que user 1. En fait, c'est la logique que tu as pris tout à l'heure, c'est ce qui vient de se passer en fait. Là, nous avons exécuté, mais nous l'avons exécuté en tant que user 1. C'est pourquoi nous sommes ressortis en tant que user 1. Si je fais un exit, je ne vais pas sortir du shell, puisque j'ai ouvert juste un deuxième bash. Donc, je reviens sur mon premier bash. Il n'y a pas de souci. Mais là, si je reviens avec ma première commande de sudo-u Naruto, machin, quand j'exécute, le même truc revient, je mets n'importe quoi. Mais là, je reviens en tant que Naruto parce que cette fois-ci, ce script-là, c'est exécuté, mais avec les permissions de l'utilisateur Naruto. Est-ce que tu as compris maintenant? Est-ce que c'est bien? C'est clair? Oui, c'est clair à mon niveau. Ok, c'est super. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, bon, j'attends. La connexion est partie, c'est pourquoi. Moi, voilà, nous revenons dans le truc. Je crois que j'ai soumis le flag. Hein. Voilà, nous venons de terminer comme ça le flag de l'utilisateur. Nous venons d'obtenir, disons, le flag de l'utilisateur Naruto. Donc, je rappelle, c'est ça qui est là, user 2.txt. Le voici, le voici ici, user 2.txt. Donc, Naruto, son flag, c'est user 2.txt. Voilà. Maintenant, on passe au challenge suivant. Le challenge suivant, c'est celui qui est là. Je précise, il faut juste vérifier que... Voilà, nous sommes encore dans le temps. Je recharge. Parce que sur le temps qui nous a été imparti fini, la room ne sera plus accessible en fait. Donc on vérifie juste combien de temps il nous reste pour terminer la room. Bon, je ne fais pas directement confiance à ce qui est là en fait. Et des fois, c'est pas vrai en fait.
Ça tourne encore. La connexion est assez lente ici, désolé. J'utilise ma propre connexion, donc bon, c'est pas ouf, quoi. Donc, on passe à la machine suivante, à la room, ouais, à la machine suivante, au challenge suivant. Ok, donc le challenge suivant nous dit quoi? Récupérer le flag de l'utilisateur Tsunade. Donc, c'est la mission principale. Et on nous dit juste que pour pouvoir le faire, il fallait au préalable terminer la mission précédente de Naruto. Donc, on a terminé. Donc, nous pouvons continuer. Je recharge. Désolé. Ok. Je vérifie juste pour voir si je dois ajouter une heure de plus, quoi, pour ne pas être surpris. Voilà, il reste 1h23 minutes, il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes à l'avant-dernier challenge qui est de trouver le flag de l'utilisateur Tsunade. Et pour ce challenge-là, je crois qu'il y a 2 équipes seulement qui ont réussi à résoudre. Je reconnais que pour ce challenge-là, il fallait voir en fait. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas. C'était pas aussi facile que ça. Mais c'était pas impossible que 2 équipes ont pu résoudre le challenge. Donc, je vais reproduire encore les mêmes étapes. J'ai dit, généralement, lorsque tu arrives sur ce type de challenge, la première des choses à faire, c'est de vérifier quels sont les vecteurs de privilèges d'escalade de privilèges que tu peux accéder. La première, c'est de vérifier sudo-l pour voir quelles sont tes permissions en tant que sudo. Donc, en tant que Naruto, quelles sont les permissions quels sont les fichiers que je peux exécuter en tant que sudo. Donc, si je fais sudo-l, on me demande un mot de passe. Ça ne m'arrange pas. Donc, je peux pas à ce niveau, je ne peux pas passer par ce vecteur de privilèges, d'escalade de privilèges, en fait, pour pouvoir continuer. Donc, la deuxième, c'est de vérifier quels sont les bits SUID, en fait. Quels sont les binaires ou bien les fichiers qui ont un bit SUID qui peuvent nous intéresser. Je précise en passant que le bit SUID, lorsque vous le voyez sur un fichier, c'est que le propriétaire de ce fichier-là a donné l'autorisation aux autres utilisateurs de pouvoir exécuter ce fichier-là en tant que lui, en fait. Donc, c'est un peu ça. Mais là, c'est juste sur le côté exécution. Il n'y a pas de... C'est pas comme sudo où tu peux faire beaucoup de choses. Donc, pour vérifier quels sont les fichiers qui ont le bit SUD activé, bon, c'est juste une find commande que tu dois lancer. Donc, il va regarder dans tout le système de fichiers quels sont les fichiers qui ont un bit SUD qui peuvent, toi, t'intéresser, en fait. Auquel toi, tu as accès. C'est pourquoi il faut le faire sur chaque utilisateur pour ne pas que, voilà. Parce qu'il y a des fichiers qui peuvent être cachés dans des répertoires de l'utilisateur en question. Donc, je fais juste un find. Ensuite, slash pour dire je cherche depuis la racine perm les permissions pour l'utilisateur en question. Pour l'utilisateur, dont l'utilisateur, en fait, les permissions dont le propriétaire a donné le bit S. Donc, le bit S, c'est pour SUID. Donc, je vais juste... Il arrive un moment. Je vais juste mettre une commande à la fin ici qui prouve, qui signifie juste que je ne veux pas afficher les erreurs. Parce que de base, lui va vouloir rentrer dans tous les dossiers, même ceux auxquels tu n'as pas accès. Et ça génère beaucoup d'erreurs. Ça peut cacher des informations importantes pour nous, en fait. Ok. Donc, voilà, je mets la sortie dans nul. Donc, il n'affiche pas. Voilà, il y a beaucoup de commandes. Bon, ça, en fait, il faut avoir, disons, joué à beaucoup de CTF de ce type-là pour savoir qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui ne l'est pas. De base, comme ça, quand je regarde, il y a certains qui sont intéressants, mais qui ne sont pas intéressants dans ce cadre-là, en fait, pour pouvoir voir s'il est exploitable par SUID. Et pour vérifier ça, il y a un site super intéressant que je vais rapidement vous montrer, qui est GTFO-Bins, qui nous permet de vérifier, en fait, si un binaire que nous avons trouvé qui a le bit SUID ou bien un binaire peut être utilisé comme vecteur d'escalade de privilèges. Donc, je prends par exemple PKExec, qui est un binaire qui est très intéressant, mais cette fois-ci, juste pour sudo, en fait. Si tu as l'autorisation de sudo sur ce binaire, tu peux escalader les privilèges. Et pour voir ça, il suffit juste d'aller sur GTFO-Bins. Donc, j'arrive, je vais vous montrer comment... Voici GTFO-Bins ici. Donc, sur GTFO-Bins, tu as plusieurs vecteurs d'escalade de privilèges. Tu mets juste ton binaire, tu entres juste ton binaire. Moi, ici, c'est PKExec. Et là, il me dit non, que c'est sudo seulement que je peux utiliser pour pouvoir faire de l'escalade des privilèges. Si je clique dessus,
Voilà, il me faut juste faire sudo pkexec bin sh. Ça, c'est lorsque j'ai l'autorisation sudo sur pkexec. Et ici, ce n'est pas le cas. Je prends par exemple si désolé, ok. Si par exemple ici, nous avions l'autorisation d'exécuter, s'il y avait Python dans notre recherche, là, si nous venons ici et que nous entrons Python, j'ai mis GTF au Binso. Non, c'est plutôt ici. Désolé. Voilà. Si je mets par exemple Python, voilà, là, il y a plusieurs vecteurs d'escalade privilège et en l'occurrence, ici, le vecteur SUID. Donc, c'est ce qu'il fallait faire en fait si nous avions les autorisations d'exécution de Python, de SUID avec Python. Et ce n'est pas le cas ici. Donc voilà, là, ça ne nous donne rien. Ça, c'est parce que j'ai eu à jouer à plusieurs que de base, je ne vois pas. La majorité est pour sudo, en fait. Mais il n'y a pas d'autorisation sudo. Ça ne nous aidera pas à pouvoir escalader les privilèges. De base, quand tu es nouveau, je conseille de tester tout, en fait. Tu testes pour tout ce qui est derrière un chemin de la variable d'environnement PAF. Par exemple, les USR bin et autres. Voilà, vous regardez les binaires pour voir si ça pourra vous aider, en fait. Dans GTF au bin, bien entendu. Bon, là, ça ne nous aide pas. Donc là, on a testé... désolé. On a testé d'escaler les privilèges avec sudo-l. Ça n'a rien donné. On vient de tester avec les binaires SUID. Ça ne donne rien. On va au troisième niveau d'essai d'escalade des privilèges. C'est de vérifier le fichier comptable. Donc là, 4 ETC comptable. C'est là que le fichier est localisé, en fait. Si je lance, voilà, j'ai plusieurs lignes. Ces premières lignes-là ne nous intéressent pas généralement. C'est les lignes qui ne sont pas ces premières-là qui vont nous intéresser. Donc, c'est cette ligne en l'occurrence. Donc là, j'explique un peu comment interpréter ce type de commande. Ils ont donné des explications ici, mais j'explique rapidement. Donc là, ce qui est dit, c'est que le système, c'est-à-dire la machine, exécute chaque minute, de chaque heure, de chaque jour du mois, de chaque mois de l'année, de chaque jour de la semaine, le binaire ou bien le fichier qui est là, en tant que l'utilisateur Sunade. J'espère que vous avez compris. En gros, ce fichier qui est ici sera exécuté à chaque minute avec les autorisations de l'utilisateur Sunade. Et cette exécution est faite par le système, en fait. Donc, nous allons essayer de voir généralement si le fichier qui est ici est accessible en écriture. C'est tout ce que c'est. Nous avons juste besoin de voir si le fichier qui est ici est accessible en écriture. S'il est accessible en écriture, nous avons tout gagné. Parce que là, il nous suffit juste de modifier le contenu du fichier par une commande de reverse shell. Et comme pour le premier, il va exécuter notre commande de reverse shell et nous donner les autorisations avec les permissions de Sunade, en fait. Nous donner un shell avec les permissions de Sunade. Ici, je précise qu'on ne peut pas exploiter cette vulnérabilité-là comme pour la première, vu que la session d'exécution, ce n'est pas nous qui l'initions, en fait. C'est le système qui exécute, qui initie cette session-là avec la tâche comptable, mais en tant que Sunade, ce n'est pas nous, en fait. C'est-à-dire, même si nous mettons bash comme premièrement, on ne va rien voir dans notre terminal, vu que ce n'est pas nous qui avons initié la session, c'est pas nous qui avons initié l'exécution. Donc, je vérifie rapidement quelles sont les permissions sur ce fichier-là. ls-la de etc backup.sh. Quand je regarde, je constate que le propriétaire du fichier, c'est Sunade, le groupe, c'est Sunade. Sunade a toutes les permissions sur ce fichier-là, donc les 3 premiers caractères-là. Le groupe Sunade a les permissions de lecture uniquement, et les autres, c'est-à-dire en l'occurrence, nous avons les permissions de lecture uniquement sur ce fichier-là. Donc, nous ne pouvons pas modifier. Ça, c'est une mauvaise nouvelle de base pour nous. Mais nous ne pouvons pas perdre d'espoir puisque nous avons les permissions de lecture sur ce fichier. Donc, nous allons chercher directement à lire le fichier. Donc, juste un 4 de ce fichier-là. Donc, on constate qu'en fait, là, c'est un fichier bash, hein, c'est un fichier .sh. Voilà. Donc, on a un backup qui est fait, un backup de un répertoire du nom de app vers app.zip dans le répertoire backup app. Déjà, essayons de voir que contient le répertoire en question, le répertoire app. Donc, je vais faire 4, et bon, CD du moins, CD de ce répertoire en question. Quand je me déplace, ils me disent quoi? Ah non, j'ai mis CS. CD, ok.
je liste le répertoire en question, ls-la. Donc là, j'ai une base de données, un répertoire. Bon, ça, c'est une base de données SQLite. Pour ceux qui codent généralement en Django ou en, comment on appelle ça, en Flask, ce sont ce type de bases de données-là qu'on utilise par défaut. Après, voilà. Donc, il y a la base de données qui est là. Il y a un répertoire MyApp et un fichier note. Donc, essayons directement de voir ce que je trouve dans le fichier note. Voilà, permission deny. Et c'est parce qu'en fait, ici, les différents fichiers qui sont présents ici sont les fichiers de qui ont pour propriétaire, ou du moins sont la propriété de Tsunade. Et c'est elle seule qui a toutes les autorisations. Sinon, les autres, même pas le groupe, n'a des autorisations sur ces différents fichiers-là. Pareil pour MyApp, qui est la propriété de Nobody. C'est juste pour interdire, en fait, à n'importe quel utilisateur de pouvoir entrer à part l'utilisateur root. Donc, personne ne peut entrer, aucun groupe ne peut entrer. Voilà. Donc, on ne peut pas rentrer directement à partir de MyApp. Ça ne nous donne rien. Donc, vérifions en même temps au niveau de... On a vu qu'il y avait un autre dossier, hein, le dossier Backup App. Donc, on va essayer de vérifier qu'est-ce qui se trouve dedans. Désolé. C'est le Backup App. OK, on n'a pas les permissions. Pour ça, on vérifie rapidement quelles sont nos autorisations ls-la depuis la racine, puisque ces deux dossiers-là sont accessibles depuis la racine, en fait. La racine slash. Donc, les voici ici, Tsunade, app backup. Bon, là, on ne peut pas rentrer, puisque comme vous pouvez le remarquer, on n'a aucune permission de notre côté. Ici, nous avions la permission, c'est comme ça qu'on rentre dans app, mais après, nous ne pouvions rien faire. Donc, on revient rapidement pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous a sauté. Et voilà, nous avons une commande qui est exécutée, en fait. Et c'est cette commande-là qui est exécutée. Mais de base, en Linux, ça ne nous dit rien. Nous n'avons aucune information sur ce type de commande. À quoi est-ce que ça fait référence? On ne sait pas. Donc, la première des choses à faire lorsque vous êtes face à une commande dont vous ne connaissez pas l'origine, vous ne savez pas à quoi elle sert, c'est de chercher à savoir où est-ce qu'elle se localise. Parce que si c'est exécuté comme ça, sans chemin complet, c'est qu'il utilise la variable d'environnement path. Et pour rechercher des commandes précises dans la variable d'environnement path, du moins dans les chemins de la variable d'environnement path, la commande qui est intéressante à utiliser ici, c'est la commande wish. Wish nous permet de localiser un binaire de façon précise. Désolé. Donc, si je mets wish de cette, il n'y a pas de slash, de cette commande en question, il me dit que la commande backup app est localisée dans usr bin backup app. C'est justement parce que ce backup app est bien entendu dans comment on appelle ça, dans un des chemins de path, en fait. usr bin, c'est l'un des chemins de la variable d'environnement path. Si vous voulez voir la liste des chemins de la variable d'environnement path, c'est juste de faire echo $path. Donc là, nous avons les différents chemins et voici usr bin qui se trouve ici. Donc, ce qu'il fait, lorsque nous faisons wish de la commande en question, il vérifie ici d'abord, est-ce que backup app est dedans? Sinon, il passe au suivant jusqu'à tomber sur usr bin. Donc là, on nous dit que usr bin contient en fait le backup en question. Il y a une question qui va être... Oui, s'il te plaît. Oui, il y a une question. Vas-y. Tu avais dit que $path, il permettait de faire quoi? $path, il y a en fait les chemins pour les... C'est la variable d'environnement qui contient les chemins des binaires. En fait, quand tu exécutes un binaire, une commande sur Linux, il va regarder dans les chemins de la variable path, en fait, où se trouve le binaire, et il l'exécute. Quelle que soit la commande, en fait, sur Linux. Je prends par exemple la commande... quelle commande je vais prendre? La commande... je ne sais même pas quelle commande. 4, par exemple. Si je vais exécuter la commande 4, la commande 4, en fait, c'est un binaire sous Linux. C'est une commande qui est exécutée. Si je vais, par exemple, retrouver quel est le bit, comment est-ce qu'il est exécuté, il suffit juste de faire un wish de celui-là, wish de 4. Et voilà, 4, c'est en fait usr bin 4. Donc, si je veux exécuter, du moins lire un fichier, au lieu de lancer 4, je peux juste lancer, en fait, ce long chemin. C'est justement pour nous empêcher de mettre le chemin complet vers un binaire qu'il existe, c'est cette histoire de variable d'environnement path, en fait. Donc, tu mets juste la commande en question. Et si cette commande-là
son équivalent dans le chemin, dans les chemins de la variable d'environnement PAF, elle s'exécute normalement. Mais je précise que c'est fait en fait dans un ordre bien précis, dans l'ordre d'apparition des chemins en question. Donc si par exemple 4 existait, il y avait un 4 qui existait ici, c'est le 4 de USL local SBIN 4 qui allait être exécuté au lieu de USL BIN 4. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les variables d'environnement PAF. C'est bon pour l'explication de la variable PAF? Oui, c'est bon pour l'explication. Maintenant, quand on fait l'écho de la PAF, là, c'est qui sort? Là, maintenant, là, oui, c'est ce que je dis en fait. Ce qui sort, ce sont les variables, ce sont les chemins qui sont visités en fait lorsque tu essaies d'avoir accès au binaire. Par exemple, là, j'ai fait wish de 4. Quand tu exécutes un binaire, je réponds rapidement l'explication. Quand tu exécutes un binaire... L'explication ici, il a compris. En fait, ce sont les chemins. Ce sont les chemins qui sont visités qu'il affiche. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter pour que je puisse répondre dessus parce que des fois, je reconnais que je vais des fois assez vite. Ok, j'en étais où? Donc, on a fait un wish de backup app. Donc, on a localisé le fichier en question. Donc, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir le fichier pour voir qu'est-ce qu'il contient. Donc, si je fais un 4 de ce dernier, donc voici ce qu'il fait. Donc, voilà, il fait un zip, en fait, Ok. Il fait un zip du deuxième répertoire vers le premier répertoire. Donc, déjà, vérifions nos autorisations sur ce dernier. Parce que si nous avons les permissions d'écriture et d'écriture principalement sur ce dernier, ça nous arrange. Parce que ça revient à la même vulnérabilité que premièrement. Donc, je vais faire un ls-la de ce binaire en question. Et voilà. Le binaire, la propriété de l'utilisateur Tsunade. Donc, il a tous les droits dessus. Le groupe est Naruto a les droits de lecture, d'écriture et d'exécution. Et les autres ont les droits de lecture et d'exécution. Ici, si nous étions autres, nous ne pouvons rien faire, nous ne pourrions pas écrire. Mais si vous remarquez bien, ici nous sommes Naruto et le groupe, ici c'est Naruto. Et ça, c'était fait exprès en fait. C'est juste pour vous, que vous compreniez mieux le fonctionnement des permissions et tout ce qui est groupe, utilisateur et autres. Si tu veux savoir de quel groupe tu fais partie, il suffit de taper la commande ID. ID te donne en fait la liste des groupes auxquels tu fais partie. Ici, nous sommes, par défaut, l'utilisateur fait partie de son groupe lui-même. Et ça, c'est normal en fait. Donc, nous faisons partie du groupe Naruto. Donc là, si vous voulez comprendre, c'est que tous les utilisateurs, plutôt, Tsunade peut lire, écrire et exécuter le fichier qui est là. Les utilisateurs appartenant au groupe Naruto peuvent également lire, écrire et exécuter le fichier. Quoi d'autre? Les autres utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas propriétaires du fichier et qui ne font pas partie du groupe Naruto, peuvent lire et exécuter uniquement. En nous ici, la permission qui nous intéresse le plus, c'est la permission d'écriture, la permission de modification de ce binaire. Et c'est elle que nous avons qui est la permission d'écriture. Vu que nous faisons partie du groupe Naruto, nous pouvons modifier ce fichier en fait. C'est ce qu'il fallait voir. C'est ce qu'il fallait voir en fait. Je crois qu'il y avait des équipes qui sont tombées sur cela, mais qui ne savaient pas en fait, qui n'ont pas remarqué en fait le fait qu'il y ait les permissions de Naruto en fait. Qu'ils fassent partie du groupe Naruto. Ils se sont juste attardés sur Tsunade. Donc, nous allons rapidement modifier le fichier en question. Oh, désolé. Ah, mais qu'est-ce que je fais là? Ah non, c'est juste un autre terminal que je vous fais. Ok, super. Donc, je fais nano de ce dernier. Et là, je peux mettre ce que je veux, pas ce que je veux. Si vous vous rappelez, pour devenir Naruto, nous avons juste mis bash. Ici, nous ne pouvons pas mettre bash parce que la session d'exécution c'est pas nous en fait. C'est le système qui l'exécute en tant que Tsunade. Donc même si je mets bash, une minute après, je ne vais rien voir dans mon terminal. Bash sera exécuté, mais il n'y aura rien dans mon terminal puisque moi, je ne vois rien. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de mettre, c'est là qu'intervient en fait les commandes de reverse shell. Il faut mettre bien entendu une commande de reverse shell qui va contacter un service lointain, un service distant, ou du moins qui va nous contacter notre machine et essayer d'établir un reverse shell en fait, un shell inversé. Donc pour les commandes de reverse shell, je me rappelle lors du live hacking précédent, il y a l'un d'entre vous qui m'avait donné une ifconfig pour rapidement connaître mon adresse IP. Non, ça c'est pas ce qui m'intéresse. L'adresse IP qui m'intéresse, c'est la mienne. Ifconfig.
Donc, l'adresse IP du tunnel, je précise. Puisque c'est à partir de l'interface Twin 0 que je communique avec la machine distante. Donc, il faut faire très attention, ce n'est pas l'adresse IP de ETA 0. Par contre, si c'était en réseau local, si la machine que j'attaque est sur mon réseau ETA 0, là, c'était cette adresse IP-là qu'il fallait prendre. Donc, il faut faire vraiment très attention pour distinguer, en fait, les trucs. Donc, ça, je le précise juste pour les nouveaux. Hein, je sais que les anciens, ceux qui sont expérimentés dedans, ils maîtrisent déjà. Donc, je prends mon adresse IP de Twin 0 que je copie. Je viens ici, voilà. Donc, comme je disais, l'extension qui est là, du nom de Hacktool, en fait, moi, je ne connaissais pas avant. C'est lors du dernier live hacking de l'année passée, comme en fait, il y a l'un des participants qui m'a donné en fait ça. Moi, j'utilisais en fait le site que voici, le site, comment ça s'appelle là, Shell Generator. C'est ça que j'utilisais avant. Mais bon, on peut utiliser aussi ça et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. C'est pratiquement les mêmes choses. C'est juste que ça, tu peux utiliser en local. Tu n'as pas besoin d'avoir la connexion Internet pour pouvoir avoir accès. Or, l'autre, vu que c'est un site web, tu es obligé d'avoir la connexion Internet. Et ça ne fait pas que du reverse shell, en fait, il fait beaucoup de choses. Donc, après, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller rechercher, vous documenter là-dessus. C'est Hacktool. Donc, je mets mon adresse IP. L'adresse IP de ma machine personnelle, ce n'est pas la machine que j'ai attaquée, la machine de l'attaqueur. C'est-à-dire la machine Kali Linux, mais je mets l'adresse IP, je mets un port. Si je vais laisser 1, 2, 3, 4, et je cherche la commande de reverse shell que je veux utiliser, il y a plusieurs commandes. Hein. Il y a des commandes avec Bash, il y a des commandes avec ZARS, mais comme vous le savez, moi, j'utilise généralement RM avec MKFIFO. Je n'ai pas eu de problème avec, et c'est pas... donc voilà, je n'ai pas eu de problème avec. Donc c'est ce que j'utilise généralement. Si ça ne marche pas, vous pouvez maintenant chercher à utiliser d'autres choses. Ça marche généralement. Dans la majorité des cas, ça fonctionne. Mais il faut bien entendu que Netcat ou NC soit installé sur la machine en question. Sinon, bon, ça ne va pas fonctionner. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux faire avec Python, tu peux faire avec Netcat. Voilà. Vous pouvez après regarder comment ça fonctionne après. Donc, la première des choses, c'est de déjà préparer mon écouteur. Donc, je mets NC-NVNP. Et je mets le port qui est 1, 2, 3, 4, le port sur lequel je souhaite écouter. Donc, j'ai mis le port. Maintenant, je reviens ici. Je tente de faire la modification de ce fichier-là. Et là, je me mets ici. Je mets juste à la fin. Et là, désolé. Là, je mets mon reverse. Bon, tout a été déjà configuré. C'est le truc intéressant avec ces outils-là. Tout a été déjà configuré. Mon adresse IP est là. Mon port est là. Je n'ai plus rien à faire. Je ne fais que sauvegarder et je sors du fichier. Donc, quand je sauvegarde et je sors, j'attends 1 minute au maximum. Donc, au maximum 1 minute, je devrais avoir un shell ici. Et ce shell-là devrait venir avec les autorisations de Tsunade. Donc là, ça n'a même pas fait 1 minute. Et l'exécution a eu lieu en fait. Si je fais un vous ami, je suis Tsunade et c'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir résoudre en fait ce challenge. Donc là, je précise qu'il y avait 2 utilisateurs, deux équipes uniquement qui ont pu résoudre le challenge. Donc, les 2 équipes, les voici. Bon, Akatsuki et Drex. Bon, ok. Donc, ce sont les 2 équipes qui ont réussi à résoudre le challenge. Donc, mais ce n'est pas terminé, il faut récupérer le flag user. Donc là, il peut nous aider pour savoir où nous sommes. Nous sommes dans Tsunade, un LS. Voici le flag de l'utilisateur Tsunade qui est le flag user 3.txt. Je fais 4 de user 3.txt et j'ai le flag en question que je copie. Je viens, je dépose, tac, et je valide. Voilà. Donc, il nous reste maintenant le dernier challenge. Et c'est ce challenge-là que jusqu'à présent, bon, que personne n'a résolu. Oui? Une question? Oui. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'il existe le site. Il y a des sites qui peuvent donner les scripts de reverse shell directement. Ouais. Tu as parlé de 2 sites là, mais il n'y a pas pu nous dire. Eux nous donnent les scripts directement de reverse shell. Donc, je mets ça dans les commentaires. Je mets ça dans comment on appelle ça, dans le live. Voici le premier que j'utilisais avant, mais que je n'utilise plus maintenant. Parce que j'ai trouvé un de, disons, pas meilleur, mais un qui me facilite plus la tâche. Donc, voici en fait le truc. Donc, ça, c'est le premier. Et moi, j'ai une question. Le deuxième se nomme Hacktool. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a son nom quelque part?
Bon, voici le lien pour le GitHub si tu veux avoir plus d'informations dessus. Mais tu peux l'installer juste en tant qu'extension de Chrome. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Oui, quelqu'un avait une question? Au niveau de l'adresse Thune 0, c'est pas à chaque fois, ça ne s'affiche pas en fait. Si ça ne Mais s'affiche c'est pas, quand on fait la connexion avec VPN. Lorsqu'on est sur l'attaque directement de TrackMe, est-ce que Thune 0 va s'afficher? lorsque tu es quoi? Si tu utilises un TrackMe, les machines qui déploient, est-ce que l'adresse IP, ça sera l'adresse de Thune 0? Pour là, il faut d'abord lancer la connexion avec le VPN. Est-ce que tu as fait sudo OpenVPN, le nom de ton fichier de Non, il n'y a configuration pas fait la VPN? connexion avec VPN. Comment? Non, il n'y a pas fait. Je Il n'ai faut pas faire ça fait de d'abord. Si tu connexion ne le fais avec pas, tu ne vas VPN. pas voir. Ah, d'accord. Voilà, tu fais ça d'abord et Donc, quand la connexion est établie, il y aura un nouveau tunnel qui va te permettre de communiquer avec les machines de 3Acme. C'est le tunnel là qui sera de base par défaut Thune 0. Mais si tu as d'autres tunnels VPN, tu auras peut-être Thune 1, Thune 2, voilà. Ainsi de suite. Donc tu fais et puis tu regardes, tu verras l'adresse IP là-dessus. Là, tu pourras directement communiquer avec les machines comme si tu étais dans un réseau local. Bien. ok, merci. Ok, donc je disais que là, il n'y a personne qui a pu résoudre ce défi en fait. C'était de trouver le flag de l'utilisateur root. Et donc, nous allons essayer de résoudre ce défi ensemble. Donc, bon là, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes dans un shell qui n'est vraiment pas stable. Si je fais un CTRL-C, automatiquement, je suis éjecté du shell. Je ne peux pas faire le retour en arrière, je ne peux pas faire aller à droite. Voilà, il y a plein de trucs que je ne peux pas faire. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est pas une obligation pour pouvoir terminer le défi, mais ça permettra d'aller plus rapidement et plus simplement. C'est d'abord de stabiliser le shell en fait. Donc, la première des choses, c'est d'avoir d'abord un shell en bash. Donc, je vais utiliser la commande Python 3, je crois, -c. Bon, ça, c'est une commande que j'ai retenue par cœur. C'est pas obligé de retenir ça par cœur. Vous pouvez faire juste une recherche internet, comment stabiliser le shell avec Python. Vous allez tomber sur cette commande. C'est à force de faire, en fait, que c'est resté. Donc, import de pty.spawn. J'ouvre la parenthèse, 50 /bin/bash. Voilà, là j'ai un shell en bash maintenant, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pas terminé parce que c'est toujours la même chose. Si je ne peux pas revenir en arrière. Si je fais CTRL-C, je sors directement. Donc, je fais CTRL-Z. Je précise, c'est pas CTRL-C, c'est CTRL-Z. J'ai suspendu en fait le shell. J'ai mis ça en arrière-plan. Et là, je vais taper les commandes qui vont suivre. STTY-A pour voir les dimensions d'abord de mon shell ici, de mon terminal. 19, 70, 77 du moins. Donc là, je vais faire un STTY-echo. Voilà, voici la commande, je lance. Et là, je mets juste les mêmes dimensions là. Rose, 19, espace, column, désolé, columns. C'est quelle commande? 77. Voilà, et quand je lance, je reviens dans le shell, en fait, dans le terminal Sunade. Là, si je peux revenir en arrière, je peux faire beaucoup de choses, mais c'est pas encore terminé. Il y a... Désolé, voilà, c'est revenu. Donc, je vais faire une dernière commande, export, pour exporter les propriétés de mon ancien terminal dans ce terminal en question. Donc, terme égal x terme. Voilà, là, je peux faire un clear sans aucun problème. Je peux faire un ls. Je peux revenir sur mon ls. Je peux faire beaucoup de choses, en fait, par rapport à l'ancien terminal qui n'était pas vraiment stable. Là, c'est comme si j'étais en SSH avec un shell vraiment stabilisé et tout et tout. Donc là, on peut aller maintenant sans aucun problème. Donc, clear. Donc, voilà, nous sommes en tant que Tsunade. Donc, la première des choses à faire, comme je le dis généralement, c'est de vérifier quelles sont les autorisations sudo. Donc, je fais sudo-l également et -l. On me demande un mot de passe. Là, de base, je n'ai pas le mot de passe de cet utilisateur-là. Donc, je fais un CTRL-C pour sortir. Sudo-L, ça ne fonctionne pas. La deuxième chose à vérifier, ce sont les autorisations en binaire SUID, les bits SUID. Je précise qu'il faut toujours répéter ces mêmes opérations. Ne dis pas que comme j'ai fait A, comme j'ai fait en tant que l'utilisateur Naruto, que ça n'a rien donné, alors si j'ai fait en tant que Tsunade, ça ne va rien donner. Ce n'est pas les mêmes utilisateurs. Ils n'ont pas accès au même dossier ni au même fichier. Donc, même si tu as fait cette même commande-là avec Naruto, tu dois refaire la même commande avec Tsunade pour que
Si Tsunade, par exemple, a accès à un binaire auquel Naruto n'a pas eu accès, tu puisses pouvoir résoudre le challenge, en fait. Tu puisses continuer, en fait. Donc, je mets la main comme un find. Pour trouver les bits SUID, un find, je recherche les permissions sur les utilisateurs qui ont le bit S activé. Ensuite, j'arrive, je vais mettre le truc là. Ok, 2 supérieur. Qu'est-ce que je fais? 2 supérieur à /dev /nul. Donc, je précise que ça, c'est juste pour ne pas afficher les erreurs. Et je relance. Donc, voilà, c'est la même chose. Il n'y a rien de vraiment nouveau. C'est la même chose que premièrement. Et rien ne nous intéresse pour ce qui est de l'exploitation grâce à SUID. S'il y avait sudo, peut-être ça allait nous intéresser. Mais là, il n'y a pas sudo. Nous n'avons pas les autographies sudo. Donc, ça ne nous intéresse pas. Bien. Donc, on retourne à la dernière qui est comptable. Mais comptable, quel que soit l'utilisateur, ça sera toujours le même contenu, en fait. Donc, ce n'est pas la peine de vérifier. Donc, même si on veut, on peut vérifier un etc /comptable. C'est encore les mêmes informations. Mais là, c'était juste un indice pour nous aider à devenir Tsunade. Nous sommes Tsunade, donc ça ne nous aide plus. Donc, il faut passer à autre chose. Mais si vous vous rappelez bien, Naruto avait vu, bon, du moins, dans comptable, le dossier ETC, je reviens dessus, revenons sur comptable, on verra mieux. Le fichier qui est là, du moins, si je fais 4 de ce dernier, on se rappelle qu'il faisait en fait un backup de app vers backup app.zip. Si on revient dans le dossier app en question, que je fais ls-la, on revient avec les mêmes informations. Mais cette fois-ci, vu que nous sommes Tsunade, nous avons maintenant la possibilité de lire et d'exécuter et d'écrire encore dans ces différents dossiers-là. À part le dossier MyApp qui est celui de Nobody et No Group. Donc, si je fais un CD de MyApp, rien ne se passe, je n'ai pas les permissions. C'est Root seul qui peut rentrer dedans. Et ça, j'ai vraiment fait attention. C'est lorsque je montais en fait la room, j'ai mis ça justement pour ne pas que les utilisateurs puissent entrer dedans pour aller récupérer les informations. Des informations, voilà. Juste pour dire que pour monter les rooms, c'est un peu plus complexe que de résoudre les défis en fait. Parce qu'après, il faut réfléchir pour ne pas que l'utilisateur puisse avoir accès à beaucoup de choses ou résoudre les défis sans passer par la voie par laquelle tu voudrais qu'il passe en fait. Donc là, nous avons les permissions de lire note. On va essayer de voir que contient ce oh, qu'est-ce que je fais là? Que contient ce fichier note. Donc, je lui dis hello, le dossier MyApp, c'est-à-dire celui-là, contient une application Django qui tourne sur le port 1337 dans 1337. Cette application contient certaines informations, certaines données ultra importantes. Le challenge ici consiste à trouver le moyen d'accéder à l'application web, se connecter et télécharger les données. Bonne chance pour cette mission. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut trouver le moyen d'accéder à la plateforme, de se connecter sur la plateforme web et de télécharger les données qui sont cachées derrière la plateforme. Donc c'est ce qu'il faut faire normalement pour pouvoir avoir accès à ce dernier. Donc, lorsqu'on a lancé le scan, on n'a pas vu d'autres ports en fait. On n'a pas vu le port 1, 3, 3, 7. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire généralement, c'est de vérifier. Ça, c'est aussi une autre méthode pour pouvoir voir s'il n'y a pas de vecteur d'escalade de privilèges avec comment on appelle ça? Des applications qui sont dans son local ou bien, je sais pas, des binaires ou bien des scripts qui sont dans son local, qui tournent en local. Donc, la chose, c'est de vérifier quels sont les ports qui sont ouverts sur votre machine depuis votre machine locale. Donc là, je fais un net stat-lnaput. Bon, là, c'est vraiment pas beau à voir. Donc là, je me rappelle rapidement à quoi c'est commande à save. Donc, on cherche à vérifier quels sont les ports qui sont ouverts en lecture, en fait. Donc là, on a le port du SSH, là, le port 65000. Vu que nous ne sommes pas utilisateurs route, nous ne pouvons pas avoir comment on appelle ça? Les services qui tournent sur ces ports-là. Si nous étions en route, là, la partie PID, programme name, vous allez donner le PID du programme et le nom du programme. Mais nous ne sommes pas en route, en fait. Donc, ça ne sert à rien. Il ne nous donne rien, en fait. Donc, après, on a le 53, on a le 100,
Donc, voici le port dont il parlait ici. Le port 1337. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Et si nous n'avons pas vu ce port en question, c'est parce que le port, le service, en fait, il tourne en local. Il tourne sur le 127.0.0.1. Donc, il faut trouver le moyen de pouvoir accéder à ça depuis notre machine sur le navigateur. Vu que nous sommes sur... Il n'y a pas d'interface graphique depuis le terminal. Par défaut, il n'y a rien, en fait. Donc, normalement, ce qu'il faut faire, c'est de faire du port forwarding, du SSH forwarding ou du port forwarding par des moyens que vous voulez. Mais vu que si nous avons le... Comment on appelle ça? Nous avons le serveur héberge un serveur SSH, nous pouvons juste faire du SSH forwarding. Donc, le SSH forwarding, il permet en fait de faire du partage de ports. Voilà, tu peux partager soit ton port local vers la machine attaquante ou partager le port distant vers toi, ta machine locale. Et c'est ce que nous allons faire. Ici, nous allons essayer de partager le port 1337 vers notre machine. Donc, par défaut, si je reviens sur mon terminal local, donc si je fais la même commande que j'ai faite ici, où se trouve la commande pour vérifier quels sont les services qui tournent. Voilà, sur ma machine locale. Donc voilà, j'ai beaucoup de services. Donc là, je vais juste mettre les services en écoute. Donc pour les services en écoute, on a un service, comment on appelle ça, un service de base de données. Et voilà, voici les services qui sont en écoute. Le port 4000 qui est là, ça c'est le service sur lequel tourne le truc, l'application en fait. Donc il n'y a pas d'autres services en fait. Donc là, je vais faire un client. Bien. Maintenant, donc il faut trouver le moyen, comme je l'ai dit, d'accéder à ce port 1, 2, 3, 4 là. Plutôt le port 1, 3, 3, 7 depuis notre machine attaquante. Donc là, moi, ce que j'avais prévu dès le départ, c'était de faire du SSH forwarding. Il y a la possibilité de faire curl. Donc, vous pouvez faire curl. Et ça, c'est ce que l'une des équipes qui était vraiment très proche de trouver la réponse a utilisé. Donc, il suffisait juste de faire curl vers l'application. Donc, pour vérifier vraiment que ça fonctionne, si vous faites curl vers cette application-là, donc vous avez bien entendu l'application web en fait qui apparaît. Donc là, c'est plus facile en fait d'utiliser que lorsque le site est codé de cette façon en fait. Donc il y a vraiment rien d'intéressant, c'est juste du HTML pur dur en fait. Donc c'est facile de se retrouver. Par contre, si vous étiez dans un site qui contient beaucoup d'URL, beaucoup de formulaires, ça allait être vraiment compliqué d'utiliser curl. C'est bien entendu, c'est ingénieux, c'est intéressant. Et s'il n'y avait pas de serveur SSH pour pouvoir, faire du SSH forwarding, peut-être c'est ça qui allait être la meilleure option. Mais vu que le SSH est actif, nous n'allons pas passer par curl. Mais juste vous dire qu'il y avait la possibilité d'utiliser curl en fait pour pouvoir résoudre le défi. Et l'équipe qui a fait était allée assez loin en fait. Moi j'étais surpris en fait de leur évolution avec curl. Je pensais qu'ils n'allaient pas pouvoir, mais ils l'ont pu. Ils ont pu. Donc comment fonctionne le SSH forwarding? Bon, je vais rapidement mettre la commande et vous expliquer ce que ça fait en fait. Donc, si je fais SSH voilà. Donc là, je mets juste l'adresse IP. Je reviens tout à l'heure, j'explique rapidement la commande en fait. Ce que chaque ligne signifie, chaque flag signifie. Désolé, c'est plutôt ici. Voilà. Donc là, je vais augmenter un peu parce qu'on m'a dit qu'on ne voit pas très bien. Donc, SSH. Donc, je vais laisser d'abord le tiret L là, revenir dessus plus tard. Donc, là, normalement, on essaie de se connecter au serveur par SSH. Pour l'instant, la seule méthode pour pouvoir se connecter au serveur par SSH, c'est d'utiliser la clé privée de l'utilisateur user 1 que nous avions précédemment eue. Si nous n'avions pas cette clé-là, on pouvait générer une clé privée par SSH rapidement, SSH keygen et retrouver une clé privée et faire tous les micmacs pour pouvoir se connecter. Mais vu que nous avions déjà un utilisateur qui avait la possibilité de se connecter par SSH, nous allons passer par lui pour pouvoir faire notre SSH ou notre port forwarding par SSH. Donc, normalement, on se connecte normalement. On fait un SSH de user 1. Désolé. On fait un SSH pour se connecter en tant que user 1 sur la machine, sur le port 65000 avec la méthode par clé privée.
SSH key. Mais vu qu'on veut faire du port forwarding, on ajoute le flag-L. C'est-à-dire, lorsqu'on est connecté sur cette machine, après s'être connecté là, transfère-nous le service qui tourne sur le port qui est là. C'est-à-dire, le service en local qui tourne sur le port 1337 de la machine qui est là, la machine SDCTF, transfère-la nous sur le port 8000, mais sur notre machine en local en fait. C'est-à-dire, sur notre machine en local sur le port 8000. C'est-à-dire pour que nous puissions accéder à ce service-là sur le port 8000. J'espère que c'est compris. Hein. C'est un peu ça. Donc, il y a son équivalent pour faire le partage de port en remote qui est, il faut juste de modifier ici par R et de revoir un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire si tu es peut-être sur le serveur ici que tu veux faire un partage de port depuis la machine attaquante vers toi, tu peux utiliser le flag R. Bon, il y a, comment on appelle ça? Il y a vraiment beaucoup de documentation sur Internet pour vous montrer, pour vous expliquer plus en profondeur. Peut-être que je n'explique pas très bien vu que l'objectif, ce n'est pas d'expliquer vraiment comment fonctionne le port forwarding. Mais vous pouvez rentrer en profondeur pour voir comment ça fonctionne. C'est très intéressant. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir le faire. On peut utiliser SSH, on peut utiliser SCP, on peut utiliser beaucoup de SOCAT, on peut utiliser vraiment beaucoup d'outils, plusieurs méthodes pour pouvoir faire du port forwarding. Donc, à vous de vérifier, à vous de regarder comment est-ce que vous pouvez vous y prendre. On peut faire aussi du proxying avec SSH. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc, je vous laisse le loisir de vraiment vérifier. Juste, je explique rapidement comment fonctionne pour le local. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que lorsqu'on se connecte en SSH ici, on transfère le service qui est là, le service qui tourne ici, c'est-à-dire ce truc-là. Donc, quand je reviens ici, c'est-à-dire celui-là. On transfère le service qui tourne sur le port 1337 sur l'adresse IP en local vers notre machine ici sur le port 8000. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous allons faire ça, nous allons avoir accès au service HTTP, au service le service Django là sur le port 8000. Donc, actuellement, si je vais par exemple sur 127.0.8000, je ne vais rien voir en fait. Parce que rien ne tourne sur mon port actuellement. Point 8000, quand je lance, rien ne s'affiche puisqu'il n'y a pas de service qui tourne. Mais là, si je lance la commande, bien entendu, on me demande la passe-phrase. Je crois que c'était password 1, 2, 3, si je ne me trompe pas. Ok, c'était ça. Donc là, j'ai lancé. Et si je reviens ici, que je réactualise la page, normalement, je dois avoir... Voilà. Donc là, je tombe directement sur le service qui tournait au préalable en local, en fait. Donc, c'est une méthode on appelle ça aussi du pivoting, en fait. Vous pouvez utiliser ça pour faire du pivoting, pour pivoter vers des réseaux auxquels vous n'avez pas accès. C'est-à-dire que vous vous comportez comme si vous étiez en local. Donc, il y a vraiment beaucoup de théories et de pratiques derrière ce système de pivoting-là. Moi, je vous encourage vraiment à vous documenter là-dessus. Ça peut être très intéressant quand vous êtes face à un grand réseau où vous devez tomber dans des réseaux qui sont restreints, pivoter, faire des mouvements latéraux. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment passionnant et je vous encourage vraiment à vous documenter après là-dessus. Donc là, nous avons maintenant accès. Donc, c'était la méthode en fait que j'envisageais. Vous pouviez utiliser Curl comme l'équipe qui l'a faite, mais c'est cette méthode-là que j'avais en tête quand j'ai fait le défi. C'est par là qu'il fallait passer pour pouvoir avoir accès à l'interface graphique. Maintenant, là, de base, nous sommes sur une interface graphique. Voilà. De base, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a juste un message. On regarde rapidement les commentaires, le code source. Il n'y a rien de vraiment intéressant. La chose qui peut venir rapidement à l'esprit, c'est comment on appelle ça? C'est de voir s'il n'y a pas de répertoire caché en utilisant GoBuster. Mais là, moi, je vous dis directement, ça allait être une perte de temps parce que si on faisait ça, les répertoires ne sont pas vraiment cachés, ce ne sont pas des répertoires vraiment spéciaux en fait. On peut rapidement tomber sur ces répertoires. Mais dans le cas où, par exemple, nous sommes sur des répertoires 1, 2, 3, 4 avec des caractères vraiment qu'on ne peut pas tomber, qui n'appartiennent à aucune wordlist, il y a quelque chose qu'on peut vérifier assez rapidement. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait nos vérifications, ils nous ont dit que nous sommes face à une application Django. Je ne sais pas, c'est où est-ce qu'il a dit ça? Voilà. L'application MyApp en question contient une application Django. Or, Django de base, si tu n'as pas modifié en fait le debug, tu peux tomber sur beaucoup de choses de vraiment intéressantes.
Genre, en fait, il y a, comment je vais dire, il y a un système de débogage de Django, en fait. Si tu n'as pas tu n'as pas de bloquer ça, en fait, il y a certaines informations de ton application qui peuvent être partagées. Par exemple, là, si je fais un exemple, je mets n'importe quoi pour tomber expressément sur une erreur. Là, je suis une erreur et il me dit page not found, mais il me donne en fait des informations qui peuvent être utiles pour moi en fait. C'est-à-dire les informations de l'URL. Là, je lui ai donné une fausse URL, il me dit non que la page n'a pas été trouvée. Voici les pages, les URL qui existent. Donc si là, par exemple, il y avait vraiment quelque chose de vraiment grave, quelque chose de vraiment long qui ne pouvait pas être trouvé par exemple par GoBuster, on allait passer par là. Voilà. Donc là, c'est juste parce qu'il n'a pas, il explique ici, c'est parce qu'il a mis le debug sur true en fait. S'il mettait sur false, ça allait être page not found et il n'allait pas avoir d'informations assez critiques pour nous en fait. Donc ça, c'est juste une manière de pouvoir avoir accès à ça. Donc, comme on l'a vu, il y a backup. Ils nous ont dit que bienvenue sur l'interface de téléchargement, graphique de téléchargement des sauvegardes. Donc, il y a des sauvegardes que nous devons normalement télécharger à partir de cette interface-là. Donc, on a vu deux URL, l'URL login et puis l'URL login et puis l'URL backup. Donc, on va directement aller vers backup pour voir si on peut directement accéder à ça sans s'être connecté. Donc, on se met là, on entre. Et là, il nous fait une redirection directement vers login. Ce qui signifie que nous sommes obligés de nous connecter pour pouvoir accéder en fait à la page en fait derrière, la page de backup. Veuillez vous connecter avant d'accéder au backup. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs, quand je dis plusieurs méthodes, là de base, on n'a pas d'informations. Si je fais un contrôle U, il n'y a pas de truc caché en fait. Il y a vraiment rien qui est caché. Donc ici, ils nous ont donné des indices. Bon, là, j'ai donné un indice pour ne pas que vous fassiez, je sais pas, des trucs. J'ai juste précisé qu'en fait, c'est en tant que Sunade, donc j'ai mis la valeur, j'ai mis le username Sunade. Donc, il faut trouver le mot de passe de Sunade. Donc, il y a plusieurs méthodes. Certains auraient pu penser à faire des attaques brute force. Brute force sur le formulaire de connexion ici. Et ça allait fonctionner. Bon, pas avec Hydra parce que Hydra ne fonctionne pas sur. J'ai développé, bon, ça c'est une petite parenthèse, j'ai développé un outil de nom de brute flash qui permet en fait de faire des attaques brute force sur des formulaires qui ont la protection par CSRF token. Donc, j'explique rapidement ce que c'est. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un champ ici qui est hidden, qui est un mode hidden qui contient une valeur ici. Cette valeur-là est en fait utilisée pour empêcher en fait les attaques par CSRF, mais aussi est très utile pour tout ce qui est attaque brute force et autres. Si je recharge par exemple la page, à chaque fois que je recharge la page, vous constatez que la valeur change en fait. Donc, je ne peux pas directement lancer une attaque brute force puisque je ne connais pas de base la valeur qui est ici. Donc là, j'ai développé un outil du nom de brute flash qui permet de en fait bypasser ce système de protection là. Donc c'est disponible sur mon GitHub si vous êtes intéressé. Bien. Donc mais on va pas passer par des attaques brute force parce que c'est vraiment voilà. Rien ne prouve que le mot de passe il existe. Si vous vous rappelez bien, dans le répertoire app, quand on a fait un LS, on avait une base de données. Donc on a oublié en fait de vérifier que contenait cette base de données-là. Et ça, je pense qu'il y a une équipe seulement qui a eu le réflexe d'aller vérifier. Ils ont vu le mot de passe, mais ils ne savaient pas que c'était le mot de passe. Parce qu'ils n'ont pas lu la base de données de façon normale, en fait. L'autre équipe, elle n'avait pas eu le réflexe d'aller rapidement voir la base de données. Donc, le truc, c'est de télécharger la base de données sur notre machine locale et d'essayer de la lire. Je précise que il s'agit d'une base de données SQLite. Et là, il y a toute son importance ici. Ça prend toute son importance. C'est-à-dire, il y a une façon de la lire en fait. Tu ne vas pas juste faire 4 de cette base de données parce que tu vas te retrouver face à un charabia. Vraiment, pour retrouver le mot de passe à lèvres, ça va être vraiment compliqué. Pour pouvoir lire directement la base de données, ça va être vraiment compliqué. Donc, il y a l'outil SQLite de Kali Linux qui permet de lire en fait les bases de données de ce type-là. Et il y a aussi des outils d'interface graphique qui permettent de lire les bases de données de ce type-là aussi. Je vais juste vous montrer l'outil SQLite. Maintenant, après, il y a d'autres outils qui peuvent vous permettre de lire. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Donc, pour télécharger la base de données, quoi de plus simple en utilisant Python, je fais juste Python depuis le répertoire dans lequel se trouve la base de données. Python. Ah ouais. J'arrive. Ok. En fait, j'avais fait un truc là. Python. Oh, la connexion est partie encore. Attendez que je me rassure que le truc n'est pas expiré. N'a pas expiré.
Ok, il me reste 34 minutes de manger. J'ajoute 1 heure. Sinon, ça laisse terminer. Et voilà. Ok, donc quand je fais un ls, je suis bien dans le répertoire. Je fais mon Python. Je crée mon serveur web pour le téléchargement du fichier en fait. Python 3-m http.server. Donc ça, c'est une commande qui permet de créer un serveur web sur la machine. C'est-à-dire, depuis moi, ma machine locale, je peux accéder à cette machine et télécharger certains fichiers. Donc là, je reviens sur ma machine locale. Je ne sais plus c'est où là. Bon, je vais créer un autre terminal encore vertical. Si je fais un wget de l'adresse IP, bon, je ne sais pas, donc je fais un if config d'abord. If config. Donc, voici l'adresse IP ici. Je récupère l'adresse IP. D'abord, http://. Je mets l'adresse IP 2. Le port, par défaut, c'est 8000. Il s'ouvre sur le port 8000. On peut préciser un autre port, le port que nous voulons, mais bon, je vais mettre 8000. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Donc 8000 là, ensuite je précise le fichier que je veux télécharger. Vu qu'il est dans le même répertoire, il me suffit juste de mettre son nom. C'est celui-là, dbsqlite 3. Donc je lance file not found. Ok. Donc là, il a essayé de télécharger, il me dit qu'il y a file not found. Donc là, je vais essayer de vérifier quel est le problème. Oh, la connexion là, vraiment. Donc on attend. Donc ls-la. Ok, donc c'est un problème de permission en fait. Ici, le seul qui a la possibilité de travailler avec c'est Sounadé. Ce n'est pas l'utilisateur derrière le service web que je viens de déclencher. Donc là, je vais donner les permissions. Je suis propriétaire en tant que Sounadé. Bon, Sounadé où? On va venir avec Sounadé parce que là, nous ne sommes pas Sounadé où j'étais là. Oh, merde. Exit. Clear. Ok. Clear. Ok. Donc, je retourne dans App. Je suis dans App actuellement. Hein. LS, voilà. Je vais donner les autorisations. LS-LA. Oh, la connexion. Désolé. Faut te connecter sur. Non, ça va. Ici. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez, je peux lui donner maintenant les permissions que je souhaite. Par exemple, non, c'est plutôt chmode maintenant. Chmode, et cette fois-ci, je vais donner 777 pour ne pas avoir de problème en fait. Chmode 777. Ah. On attend un peu. Chmode 777. Ok, j'ai le D que j'ai oublié en fait. Chmode 777. Ok, c'est bon. Là, maintenant, je peux relancer mon serveur web ici. Si je fais un ls-la, vous allez voir que les permissions sont changées. Voilà, les permissions sont changées. Donc, tout le monde peut avoir accès à ce fichier. Donc, je fais mon serveur web. Ok, donc là, je vais faire un wget. Bon, je modifie juste l'adresse IP, non? Quelle était l'adresse IP de ce fichier? Ok, c'est bon. Il n'y a pas de modification à faire. Si je vais parler. Oui. Lorsque tu as créé le serveur sur la machine pour pouvoir télécharger le fichier, donc c'est comme si l'utilisateur qui voulait télécharger le fichier, là, il voulait le télécharger en tant que hôte. Non, il voulait le télécharger en tant que l'utilisateur qui est à la base en fait du serveur. Parce qu'il faut savoir que les services sont en quelque sorte des utilisateurs. C'est comme quand tu crées ton serveur Apache, l'utilisateur qui est derrière en fait par défaut, généralement c'est 3W Data. Donc tu interagis en tant que 3W Data. Donc si tu veux accéder à une ressource qui est accessible uniquement que genre qui est protégée en fait, c'est-à-dire si 3W Data n'a pas l'autorisation de rentrer pour toi récupérer la ressource, tu ne pourras pas en fait. Et ici j'avais vraiment protégé ce fichier-là contre toutes les tentatives de téléchargement non autorisées en fait. C'est-à-dire parce que la personne qui essayait de télécharger, c'est vrai, Sounadé a lancé, mais c'est Python 3 en fait.
je ne sais pas s'il va dire c'est l'utilisateur de Python 3. C'est un peu compliqué. Le service Python 3 essayait d'accéder à ce fichier, en fait. Mais vu que le Python 3 ici, dans ce cas-là, il est comme autre. C'est-à-dire, il se comporte comme hôte, utilisateur hôte. Mais vu que hôte n'a aucune permission sur ce fichier-là, il ne pouvait pas télécharger, en fait. C'est pas si je comprends. Oui, c'est ce qu'il demandait. C'est comme s'il se comportait comme hôte. Exactement. Il se comportait comme hôte et il essayait de télécharger le fichier. Vu qu'il n'a pas de permission, il ne peut pas télécharger. Et là, comme on a modifié les permissions, il a pu télécharger. On voit ici un 200 et ici le téléchargement qui s'est fait sans aucun problème. D'accord, mais l'erreur ne parlait pas trop, en fait. Oui. C'est une erreur 404 qui est venue, mais ça ne parlait pas. 404, c'est juste pour dire qu'il n'a pas pu trouver le fichier. C'est-à-dire, lui, il est venu, il a fait avec ses permissions quels sont les fichiers auxquels il peut avoir accès. Il a essayé d'accéder au fichier, il n'a pas pu. Il dit non, voilà, j'ai pas pu accéder. Je vois. Ok. Donc, on cherche une erreur. Si ça vient 200, maintenant c'est bon. Ok. Donc là, je crois par défaut, sur Kali Linux, on a tous SQLite. Donc, je mets SQLite. C'est une commande en fait qui nous permet de pouvoir lire des fichiers, les fichiers de ce type, les fichiers SQLite, les fichiers de base de données SQLite. Donc là, je mets juste SQLite et je mets le nom de la base de données. Si par exemple, je faisais 4 de DB, machin, que je lance, vous voyez que vraiment c'est compliqué de pouvoir lire ce fichier-là. Il y a beaucoup de trucs. Et je crois que c'est ce système-là que l'une des équipes a utilisé en fait. Ils ont trouvé le mot de passe, mais ils ne savaient pas que c'était ça en fait. Ils ont collé avec le nom d'utilisateur. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir se retrouver avec ce système-là, cette façon de lire. Donc en fait, le truc c'était de pouvoir de lancer en fait la lecture de ce fichier avec SQLite. Donc je mets juste SQLite 3 et je mets le nom de la base de données. Quand je rentre dans la base de données, je vais d'abord afficher les différentes tables de cette base de données-là. Pour afficher les tables, c'est point tables. Et je crois qu'il y a un point virgule à la fin. Non, je crois qu'il n'y a pas point virgule. Ok, il n'y a pas point virgule. Donc voilà, je mets point tables. Bon, pour voir les commandes, là, on met juste help. Hein. Oh, je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Bon, c'est point d'abord. Ils ont même donné, voilà, il y a les commandes que tu peux exécuter et point table liste le nom de toutes les tables en fait. Donc point tables. On constate qu'il y a une table en fait qui n'est pas de base dans les tables, dans les bases de données, dans les tables de base de données Django. Quand tu crées ta table de base, il vient avec certaines tables. Ce sont ces tables-là, haute, groupe, machin, chouette et autres. Donc on a ici une table user qu'on va essayer de vérifier. Donc là, on lance juste une commande SQL pour pouvoir lire en fait le contenu de ce truc. Donc on me demande d'augmenter, j'augmente. J'espère que là, on voit maintenant. Donc je fais juste, c'est quoi? Select, ça c'est juste une commande SQL. Hein. Select all from user, qui est la table, et je mets point virgule, je pense. Voilà. Donc lorsque je fais ça, j'ai deux sorties. J'ai une sortie qui apparaît en fait. Donc, j'ai une sortie avec l'ID qui est 1, l'utilisateur qui est sounadé. Donc, on peut dire que ça, c'est le mot de passe, c'est le nom de l'utilisateur. Et voici le mot de passe qui est là. Donc, là encore, c'est encore plus compliqué à lire, en fait. C'est pas aussi facile que ça à lire. Je crois qu'il y a un outil que j'avais téléchargé qui permet de... Un outil d'interface graphique, en fait, qui permet de lire ce type de fichier là. Est-ce que je peux retrouver cet outil-là? Je sais pas. SQLite... Voilà, SQLite Database Browser qui permet en fait de lire ce type de fichier là. Donc, New Database, choisis notre nouvelle database. On va dans, je sais plus, Live Hacking, SD, CDF, DB. Et je récupère la database déjà, replace, ok. Donc, voici en fait la sortie qu'il m'affiche. Qu'est-ce qu'il me dit là? Tab, edit table. Bon, cancel. Ok, donc là, voici la table qui est là, les tables qui sont ici. Je viens dans Data Browser, mais c'est quoi? Je sais même pas. Creatable, non, c'est pas Creatable. C'est plutôt New. Ah, ok, Open, c'est pas New. C'est plutôt Open pour ouvrir une table. Une base de données plutôt. Est-ce qu'il ne l'a pas ouvert quelque part là? Donc là, je vais d'abord effacer tout ce qui est là. Pour ne pas qu'il me fatigue.
Où est-ce que je suis rentré là? Bon, close database. Ok. Donc je vais open database, SQLite 3. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué à lire. J'ai oublié comment on ouvre ça. Normalement, on devrait avoir accès aux différentes tables. Mais je me suis trompé de table là. Où est-ce que j'ai lu le fichier en question? Ouais, sûrement c'est ça. Ouais, ça marche. Oui, mais attends. CTRL Z. Point tables. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je t'ai déconnecté un moment là. J'arrive. Ok. Vous voyez toujours l'écran, j'espère. Faut que je vérifie que le live est toujours en cours. Ok, c'est en cours. Ok. Donc, point table. Ok. Donc, en fait, la base de données a été écrasée. C'était ça, en fait, le problème. Donc, je sors rapidement. Je vais retélécharger cette base de données là. CTRL Z. Je vais d'abord RM de SQLite. Oups. SQLite. Bon, là, on n'a pas intérêt à sortir un peu plus. Ok, donc là, maintenant, je vais télécharger. Ah, CTRL Z. CTRL Z. Je fais un ls, la base de données n'est plus là. Je vais maintenant télécharger avec wget, la commande de wget tout à l'heure. Ok. Maintenant, je reviens ici. Ah oui, l'écran n'est plus partagé. Faites-moi signe si l'écran n'est plus partagé. Ah, ok, je n'avais pas vu le. Partagé. Ce n'est plus partagé, Pando. Oui, je vais partager l'écran tout à l'heure. Partager votre écran. C'est lequel même? C'est ça. Ok. Ok. C'est bon maintenant, non? Non, Ok. ok, Donc c'est là, bon. je viens dans Open Database, j'ouvre ma base de données. Et là, voilà, j'ai mes différentes tables. Donc là, voici la table user qui nous intéressait ici. Je clique sur Browse Table, je pense. Hein. Voilà, donc là, on a username avec le nom de l'utilisateur. Et là, il y a les différents titres en fait. Password, voici le mot de passe. Donc, c'est le mot de passe en fait qu'il fallait utiliser pour pouvoir se connecter en tant qu'utilisateur Tsunade sur la plateforme en question. Donc, je reviens ici sur mon port, je mets juste le mot de passe et je clique sur Submit. Et voilà, voici la liste des backups que je peux avoir accès. Donc, nous avons pu franchir cette première étape. Et c'est ce que je te disais en fait. Une fois que tu as franchi la première étape, il y a d'autres étapes derrière en fait. Donc, il faut télécharger le backup et trouver le moyen de pouvoir accéder au shell root. Donc, parmi ces backups, c'est clair que tout chacun, shadow.zip est le backup qui nous intéressera le plus en fait par rapport aux autres d'un premier lieu, puisque c'est dedans qu'on peut trouver par exemple le hash des différents utilisateurs, celui du root s'il en a bien entendu. Donc on télécharge rapidement shadow.zip. On se rend dans le répertoire download. Donc, qu'est-ce que je fais? CD de download. Et le voici là, shadow.zip. Donc je vais essayer de unzip ça. Unzip de shadow.zip. Et voilà, il y avait encore un piège. Le fichier zip est en fait protégé par un mot de passe qu'il va falloir craquer. Et comme on l'a vu précédemment, zip to join est toujours là. C'est ce qu'on va utiliser. Donc là, il y avait eu beaucoup d'attaques brute force. Zip to join et shadow.zip, on va mettre le résultat dans hash. Donc voilà, si je fais 4 de hash, donc voici le fichier, en fait, le contenu du fichier qu'il faut craquer pour pouvoir obtenir le mot de passe de l'utilisateur. Donc là, je vais lancer ma commande John. John de H.
bon, là, je vais tout simplement et que je lance l'attaque. Donc là, c'était super rapide. Hein. J'ai fait exprès de prendre un mot de passe vraiment qui ne dure pas pour ne pas perdre de temps parce que c'était pas ça le plus important. Si tu as pu arriver là-bas, voilà, c'est que tu peux normalement trouver rapidement. Je n'ai pas voulu durer sur ça. Donc là, on a le mot de passe du zip qu'on va dézipper maintenant. Donc je reviens avec mon unzip. Je mets mon mot de passe. Quand je fais un ls, je constate que le contenu de ce fichier-là est dans le fichier etc, dans le dossier etc. Donc je me déplace tout simplement dans etc, ls, on a un mode shadow, si je fais 4 de shadow, et là on a les différents hash. Le plus important, le plus intéressant, c'est le hash de l'utilisateur root. Et donc c'est ce qu'il fallait avoir. Vu qu'on a le hash de l'utilisateur root, c'est pas encore terminé, il va falloir le craquer en fait. Donc là, il faut trouver le moyen de pouvoir, à partir de là, tomber sur le mot de passe de root. Mais ne vous inquiétez pas, John est encore là. Donc, on va d'abord sauvegarder le hash dans un fichier bien précis. Donc, peut-être nano de h1. Je mets le hash de l'utilisateur root, bien entendu, ici. Et je vais relancer mon attaque de John. John the Reaper, John. Comment ça s'appelle? John. Et là, je vais mettre, au lieu de H, je mets H1. Il va lui-même détecter quel est l'algorithme qui a utilisé et craquer le mot de passe en question. C'est ce qui est intéressant avec John. Au lieu d'aller chercher, mais c'est toujours intéressant de chercher, de savoir quel est l'algorithme. Je ne dis pas de ne pas le faire en fait. Si tu ne veux pas perdre de temps, tu peux aller directement avec John. Maintenant, si tu es dans un cadre pédagogique que tu veux chercher à comprendre comment ça fonctionne, tu peux rapidement chercher en fait l'algorithme qui est associé à ce hachage-là en fait. Donc pour toi, trouver c'est $6. Je cherche $6, je crois que c'est le SHA 512 256. Bon. Voilà, SHA 512 script. Donc c'est le SHA 512 qui a été utilisé pour chiffrer le mot de passe de l'utilisateur root qui est Orochimaru. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Donc la personne qui avait le mot de passe de l'utilisateur root, c'était terminé quoi. Il avait tous les mots de passe, tous les flags disons. Donc le mot de passe était Orochimaru. J'avais peur en fait que vous testiez le mot de passe Orochimaru, puisque j'étais dans la gamme de Naruto. Je me disais, est-ce que les gars vont pas tester le mot de passe Orochimaru sur route? J'ai dit non. Finalement, vous n'avez pas fait. C'était intéressant. Donc, la première des choses qu'on peut faire, c'est d'essayer à se connecter en tant que route avec SSH. Donc, je me remets mon SSH route. Et là, je change bien entendu l'adresse IP du gars. C'est quoi son adresse IP là déjà? J'ai oublié. Donc, on va venir récupérer. Le voici. Je copie son adresse IP, je reviens dans mon shell, dans mon terminal. Tac, tac, tac. Ok. J'enlève le arrobas qui est là. Arrobas et je colle. Voilà. On me demande maintenant de mettre le mot de passe de l'utilisateur root. Je colle le mot de. Oups, désolé. Coller. Donc d'abord, je fais CTRL-C pour sortir. Je reviens. Je colle. Voilà. Et ça ne passe pas. Donc on peut se dire non que le mot de passe est incorrect. Pas forcément en fait. Le mot de passe n'est pas incorrect. C'est juste que sûrement l'utilisateur root n'a pas l'autorisation de se connecter à distance par SSH sur la machine. Et ça, c'est une bonne pratique en fait. N'autorisez jamais, en tout cas pratiquement jamais, l'utilisateur root à se connecter à distance sur la machine. Parce que si l'attaquant a une très bonne machine et que votre utilisateur root utilise un mot de passe qui n'est pas protégé, l'utilisateur pourra lancer une attaque brute force sur l'utilisateur root en utilisant par exemple Hydra et trouver le mot de passe de l'utilisateur root. Et s'il a eu l'utilisateur root, le mot de passe de l'utilisateur root, il peut tout faire sur votre machine en se connectant directement par SSH. Donc, c'est vraiment pas conseillé de le faire. Vous pouvez utiliser un utilisateur lambda, par exemple user 1 dans notre cas, et à partir de là-bas, se connecter sur l'utilisateur root avec son mot de passe. Et c'est ce que nous allons tenter de faire. Donc là, par exemple, je vais essayer de me connecter en tant qu'utilisateur root. Il me suffit juste de mettre sur. Et je précise, ce n'est pas sudo sur. Sudo sur, on le fait lorsque tu as la permission d'exécution de sudo, en fait. Si tu n'as pas la permission d'exécution sudo, tu ne peux pas le faire. Donc, tu mets sur, on te demande le mot de passe. Sur, tout simple, c'est te connecter en tant que root. Sur, avec le nom, un nom précisément, c'est de te connecter en tant que l'utilisateur en question. Donc, je mets le mot de passe root qui est Orochimaru. Et là, badaboum, je deviens utilisateur root. Si je fais un ls dans mon répertoire Racine, je le fichier root.txt qui est le flag de l'utilisateur root. Root
Et voilà, voici le flag de l'utilisateur route. Je copie, je viens ici, là, machine 4, je tape coller. Et voilà, j'ai terminé les différentes challenges du pen testing. Donc voilà, en fait, c'était ce qu'il fallait faire pour pouvoir venir à bout de ce challenge, en fait. Donc, il fallait résoudre ces différentes machines-là en suivant la route, en fait, qui était prédéfinie, que nous avons suivi tout à l'heure. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions et tout? Nous avons terminé. Maintenant, nous pouvons passer à la discussion. S'il y a des personnes qui ont, comment je vais dire, des suggestions, ça peut être, comme pour la dernière fois, ça peut être, comment dirais-je, des outils que vous aimeriez proposer, comme cet outil-là, l'outil, comment ça s'appelle même? L'outil Hacktool, qui est vraiment très intéressant. Merci déjà à la personne qui me l'a proposé. Ça me permet d'aller assez rapidement. Et on peut utiliser aussi pour faire des... Merci beaucoup pour les applaudissements, ça fait vraiment plaisir. On peut utiliser aussi pour faire beaucoup de choses. C'est pas que, je veux dire, c'est pas que des reverse shell. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc, vraiment, merci à tous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des remarques? Voilà. On est ouvert maintenant au débat, à la discussion. Quelqu'un veut parler? Allô, j'entends pas. Hein? Bon, ceux qui ont levé les mains à parler. Allô? Oui, oui. Bon, moi c'était une préoccupation. Bon, pas vraiment une préoccupation. C'était, bon, comme tu as dit, c'était en local là. C'était ça mon souci en fait. Parce que moi, je veux avoir accès En fait, pour peut-être faire à mon niveau. Exactement. En fait, le truc, on appelle ça comment? La machine est... Le serveur de CTF est en local. Par contre, la room, elle est en ligne. Et comme je l'ai dit, elle est en mode privé. Privé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir accès. Vous pouvez avoir accès juste avec le lien. Et je vais vous partager le lien là directement. J'avais oublié, désolé. Merci de m'avoir rappelé. Je peux vous partager le lien pour que vous puissiez vous tester dessus. Et c'est ce même lien là que je vais partager aussi quand je vais faire la publication sur LinkedIn et autres, YouTube et autres. Pour que ceux qui aimeraient tester, pourquoi pas, puissent tester. Oui? Tu mets le lien sur Telegram aussi. Ouais, je vais mettre ça sur Telegram, ça c'est clair. D'accord, super, super. Okay. Merci beaucoup. Merci pour cette séance. Ah, merci à vous. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Parce que c'est pas rien, 16 personnes. Je crois des fois on est arrivé à 17, 18. C'était intéressant de partager cela avec vous. Ça me tenait vraiment à cœur de revenir sur ce challenge-là. Surtout que j'avais voulu le faire pour les personnes qui ont participé au CTF. Je me suis dit, pourquoi ne pas le faire pour tout le monde en même temps? Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé, que vous avez appris beaucoup de nouvelles choses. Parce que c'est le plus important, c'est d'apprendre en fait. Si c'est le cas, moi je suis content. Et donc, nous avons terminé, comme je l'ai dit. S'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à la séance. Ok, il n'y a pas de questions. Donc, d'accord. Pour moi, il n'y a pas de questions. Ok, il n'y a pas de souci. Mais donc, merci à tous d'être venus pour ce premier live hacking de l'année 2023. Ok, merci à Hack Ma Vie. Merci à tous d'être venus pour ce premier live hacking de l'année 2023. J'espère vraiment que Dieu nous donnera la force de pouvoir continuer ainsi. Voilà. Donc, bonne soirée à tous. Et je mettrai le lien parce que je vais mettre la rediffusion sur YouTube. Donc, je mettrai le lien après dans le groupe Telegram, sur LinkedIn, voilà, sur les différents canaux de transmission. Bon, merci à tous et bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. C'est fini.